Bonjour à tous. Merci d'être là pour suivre ce premier webinaire. C'est une tentative, comme je l'avais écrit sur le message, qui fait suite un peu à ce que nous avons tous vécu pour le Covid, qui nous a fait découvrir un peu ces partages à travers des visioconférences et découvrir le mode présentiel ou non présentiel. Donc là, c'est pour nous notre première présentation de façon virtuelle. Alors ça change un peu, j'ai l'habitude de faire des présentations, ça. Et une de mes difficultés, c'est votre participation. Moi, j'aime bien lorsque je fais une présentation, qu'il y ait une interaction et que ça vous laisse la possibilité de me poser des questions. Sauf que là, comme je ne vous vois pas ou je n'ai pas un écran assez grand pour pouvoir vous visionner tous et surtout que puissiez vous visionner entre vous, je vais vous demander donc d'utiliser, comme certains l'ont déjà, le module, le point conversé qui nous permet de suivre en fin de compte les questions et de pouvoir discuter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sur le module conversé et à partir de là, je la relirai et je la ferai partager à l'ensemble et j'y répondrai immédiatement. Donc voilà, j'ai encore dire bonjour. Je vois Maria qui est là, Sonia. Moi de voir cela en premier parce que certains ont dû se lever bientôt, parce que je vois Montréal et même Serge est bien plus loin encore au Canada, il est encore bientôt. Mes amis belges, mes amis helvètes, parce que j'aime bien les appeler helvètes, surtout que même certains sont de Newcastle, du moins le Newcastle suisse, Neuchâtel. Donc j'ai besoin de me détendre avant de commencer, là mon cœur bat la chamade. Donc, mais nous allons y aller. Cette présentation, comme j'indiquais, est une première, mais pour être la première d'une série. Nous avons d'autres thèmes que nous aimerions partager avec vous, comme la modélisation 3D qu'on a mis au point, Crime 3.0, qu'on espère présenter sous la forme de webinaire en septembre, la qualité, le grand terme de qualité, mais surtout l'accréditation ISO, qu'on aimerait aussi partager, et d'autres thèmes qui, j'espère, arriveront par la suite à partir de septembre. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, n'oubliez pas de converser par le module conversation de Zoom pour que chacun puisse avoir la question et que moi, je puisse répondre à l'ensemble. La présentation d'aujourd'hui se veut large. C'est vraiment vous présenter ce qu'est la morpho-analyse des traces de sang. Alors, la définir, oui, mais surtout vous la présenter à travers la méthode que je suis et que j'ai été amené à développer maintenant au cours des 20 années que je travaille dans cette discipline. Et c'est une méthodologie à laquelle je tiens parce que la morpho-analyse a pris naissance peut-être en Europe, si on regarde les plus vieux écrits, mais lorsqu'on revient sur une époque plus moderne, on voit quand même que la morpho-analyse prend sa source, ses racines sur le continent nord-américain autour d'un homme qui s'appelait, parce qu'il est Herbert Léon McDonnell, qui, habitant pas très loin de la frontière canadienne, dans l'État de New York, a offert les premiers cours de morpho-analyse de traces de sang. Et les collègues américains, comme tout autant les collègues canadiens, s'y sont précipités. Ce qui fait que ces deux pays sont vraiment les pays où il faut voir la morpho-analyse, où il faut la découvrir. C'est eux qui ont vraiment des anciennetés incroyables par rapport à l'Europe. Donc, comme moi je parle de 20 ans, eux, ils ont commencé dans les années 70. Donc, voilà, on ne parle pas de la même durée. Malheureusement, peut-être à cause des États-Unis, qui ont une autre vision de la justice avec la common law, la méthode qui était employée pendant cette fin du XXe a fait l'objet de grosses critiques qui ont pris leur source dans une question du Congrès américain, essayant de comprendre pourquoi il y avait une telle différence entre les disciplines de criminalistique. L'Académie nationale des sciences a livré ses conclusions dans un épais bouquin en 2009, février 2009, je crois. Il fait 254 pages, la réponse de l'Académie nationale des sciences, et qui est une critique peut-être acerbe de la discipline comme de toutes les autres disciplines, mais que je trouve fort justifiée et qui mérite de présenter et
et qui ont été suivis par de nombreux morpho-analystes, par des modifications dans leur technique, dans leur façon de travailler, et qui, moi, m'a conforté dans le fait qu'il fallait aller vers l'accréditation, qui est une des recommandations en plus du NAS. Et c'est pour cela que je tiens à vous présenter la discipline, oui, mais au travers des méthodes que j'emploie. Et je finirai donc cette présentation par quelques cas concrets, ils ne sont pas nombreux, mais par quelques cas concrets qui, j'espère, permettront d'imager un peu ce que j'ai dit auparavant. Voilà, donc je vais commencer. Le stress est à peine descendu, mais on va y arriver de toute façon. Je vais me détendre, vous verrez, ma voix va sûrement se détendre tout au long de la présentation. D'abord, un morpho-analyse de traces de sang. Quelle est la matière? Le sang. C'est un élément, une source d'information qui est très recherchée sur les scènes d'infraction, les scènes de fait, les scènes sur lesquelles la PTS travaille. J'utilise le terme PTS parce que ni policier, ni gendarme en France, parce que là c'est vraiment le terme générique pour tous les francophones. C'est les intervenants, policiers, gendarmes et services des régionaux qui ils vont le chercher, c'est l'indice auquel on s'intéresse sur une scène de. Tout d'abord, pourquoi on le recherche? La plupart vont chercher cela pour, tiens, si on a du sang, on va avoir un ADN. C'est bien, on va savoir à qui appartient ce sang. C'est bien sûr une information qu'il faut avoir, mais est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Parce que j'ai une trace de sang sur moi que je suis l'agresseur. C'est malheureusement quelque chose qu'il a fallu faire évoluer, faire comprendre, parce que au tout début de la génétique, dès lors qu'on avait l'ADN d'une victime sur soi à travers une trace de sang, on était fortement suspecté d'avoir été l'auteur des faits. On se rend compte que on peut très bien avoir porté secours à la personne et être souillé de son sang, bien sûr. On peut également n'avoir rien à voir avec les faits, mais s'être trouvé là, on va dire au mauvais moment, et être souillé de traces de sang d'une action qui se passe peut-être pas très loin, mais qui n'était peut-être pas visible parce que c'était dans une foule. Ce qui fait que c'est bien d'avoir trouvé le sang, c'est bien de l'avoir identifié, mais c'est pas pour cela que le support sur lequel a été trouvée cette trace incrimine la personne qui le supporte. Donc c'est pour cela qu'on parle, quand on parle de génétique, on parle de source. Ça nous permet juste d'identifier à qui appartient ce sang. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ce sang est arrivé là. Et là, la morpho-analyse, c'est son but. C'est le but, c'est de dire, d'accord, j'ai une trace de sang sur un support, j'ai une trace de sang sur une personne, il me dit de porter secours, l'ADN me permet de dire qu'il a été peut-être en contact, en tout cas il était à proximité, et la morpho-analyse va répondre à la question activité, quelle est l'action qui a pu être menée par la personne pour qu'il soit souillé de la façon dont il est souillé lorsqu'on retrouve la trace de sang. D'où l'intérêt de la morpho-analyse de traces de sang, au moins en relation avec la génétique, et on appelle cette discipline, la morpho-analyse de traces de sang, à un niveau en criminalistique, on l'appelle l'activité. Ça n'identifie personne, mais ça détermine comment ça détermine. Après ce petit préambule, qu'est-ce que la morpho? Ça, c'est une définition qui est très bateau, très connue par chacun d'entre nous. Alors, c'est un peu bizarre, vous me voyez tourner la tête parce que je regarde le PowerPoint, mais en même temps, je regarde un peu les écrans et je vous vois sur les écrans. J'ai l'habitude de regarder les personnes qui m'écoutent et là, du coup, ça me fait un peu tourner la tête, mais voilà, ne vous en inquiétez pas. La morpho-analyse de traces de sang, c'est avant tout un examen de critères morphologiques. Quelles sont les familles de critères morphologiques que nous observons? Ils sont divers, mais quand même, ils sont pas uniquement, mais essentiellement autour de 4 grandes familles. La première, c'est la forme. Quelle est la forme de la trace de sang? La deuxième famille de critères va être la taille de la trace de sang. Je reviendrai sur chacun de ces critères par la suite. Pour l'instant, on est juste sur la définition. Le troisième type de critères, la troisième famille de critères morphologiques que nous observons, c'est la distribution. Par distribution, vous voyez que je marque distribution de traces. Donc, c'est la distribution des traces les unes par rapport aux autres. Comment elles s'organisent, comment elles se distribuent les unes par rapport aux autres. Enfin, leur dispersion. Par dispersion, vous voyez, sur différents supports. Où est-ce que nous allons retrouver ces traces? Est-ce qu'elles se cantonnent à un support qui va être le mur, ça va être sur le mur, sur le sol, sur le plafond?
Voilà, c'est la dispersion de l'ensemble des traces que nous sommes en train de regarder et quels sont les supports qui en sont souillés. L'ensemble des critères, mais principalement des critères qui appartiennent à ces 4 familles, vont nous permettre d'identifier l'événement qui est à l'origine de la trace de sang que nous sommes en train d'étudier. Vulgairement, on est en train de répondre pourquoi elle existe. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette trace? Voilà, c'est ce que les critères morphologiques vont nous permettre d'étudier, c'est ce qui nous permet de répondre à la question pourquoi j'ai une trace à l'endroit que je suis en train d'étudier. Lorsque j'ai cette réponse, on peut ensuite commencer à regarder d'autres éléments de criminalistique qui sont principalement l'autopsie, qui vont être principalement la génétique, pour aller un peu plus loin dans nos conclusions. Si les traces de sang nous permettent, par exemple, de localiser une source, la source, ça va être la plaie. La plaie est la source de la trace de sang. Si nous savons où est cette plaie sur le corps, eh bien, nous allons pouvoir placer le corps dans les lieux que nous sommes en train d'investiguer, en train de travailler. Voilà un peu une relation. De la même façon, une analyse génétique, si nous avons une analyse génétique déjà menée sur les traces que nous sommes en train d'étudier, on pourra donner au moins le profil, voire le nom de la personne qui est associée à l'événement que nous avons déterminé à travers les critères morphologiques. Donc, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est une étape d'identification à travers des critères morphologiques, suivie d'une analyse un peu plus complète, un peu plus complète parce qu'elle va prendre en compte des éléments qui ne sont pas liés aux traces de sang, mais aux constatations d'autres disciplines de criminalistique. Tout cela nous permet, nous, morpho-analystes, tout d'abord d'aller, si on va au plus loin, si on est très optimiste, parce que vous verrez que ce n'est pas systématique, à déterminer le scénario des événements sanglants le plus probable, ce qui a pu se dérouler, mais je dis bien des événements sanglants, ce qui est dans le titre, mais qui cantonne, qui limite l'activité. Si vous avez une bagarre et qu'il y a X coups qui ont été donnés sans qu'il y ait effusion de sang, tous ces coups, nous n'en avons aucune idée. On va commencer à les compter qu'à partir du moment où il y aura des effusions sanglantes. Et c'est pour ça, on est vraiment dans les événements sanglants. Si la personne a été bousculée auparavant, ce n'est pas les traces de sang qui nous permettent de le dire, parce qu'il a juste été bousculé. S'il n'était pas à ce moment-là ensanglanté, nous ne pourrons rien dire. Et si nous sommes capables d'aller jusqu'à un scénario des événements sanglants, ou en tout cas déterminer des mécanismes de création de traces de sang, les magistrats ont pris l'habitude de nous dire oui, mais moi j'ai un individu, un suspect ou un témoin qui relate un déroulé des faits qui est là dans une audition. On pourra voir si c'est plus ou moins compatible avec les traces de sang qu'on nous a demandé d'étudier. Voilà un peu les deux activités principales que mène la morpho-analyse de traces de sang, l'une découlant de l'autre. Maintenant, je vais vous présenter la discipline à travers ma méthode, méthode qui a été accréditée lorsque je l'ai proposée en 2014 par l'organisme français qui est le COFRAC, de ISO, qui est l'organisme miroir de l'ISO, qui est une association internationale qui s'occupe de normaliser de la qualité des méthodes à travers le monde et qui fait que c'est à peu près homogène dans le monde entier pour l'accréditation. Et elle a été accréditée en 2014, ayant quitté elle a été accréditée en 2014, j'ai quitté l'IGNA la même année. Donc, je n'ai pas pu prendre avec moi l'accréditation, je n'ai pu prendre que mes méthodes, mais plus le tampon d'accréditation. Et aujourd'hui, nous sommes en attente de ce qu'on appelle un audit pour vérifier si nos méthodes aujourd'hui, en 2020, sont toujours dans le schéma de ISO et voir si nous pouvons encore les accréditer. Nous devions être édités en décembre, mais des problèmes d'emploi du temps d'auditeurs n'ont pas permis que cela se fasse en fin d'année. Ensuite, ça va se faire en mars, mais malheureusement pas début mars, fin mars. Alors, il y a eu le Covid qui est passé par là et qui a tout stoppé. Et là, on a réussi à trouver un rendez-vous en fin août. Et donc, nous allons passer un examen fin août pour vérifier si ces méthodes suivent toujours les exigences internationales d'une norme qui est la norme ISO 17020, et donc pour voir si on peut être estampillé, accrédité, et donc estampillé COFRAC, parce que COFRAC est l'émanation française d'ISO. Donc, c'est cette méthode que je vais vous présenter. Tout d'abord, que faisons-nous lorsque nous étudions des traces de sang? Tout d'abord, nous recherchons les traces de sang.
Alors, c'est facile à dire, mais c'est peut-être plus difficile à réaliser de façon complète. Tout d'abord, une recherche qui est visuelle. L'œil est suffisamment discriminant pour observer des traces rougeâtres et suspecter que ce soit du sang, pour les mettre en avant dans notre étude. Parfois, on peut être aidé d'une lumière blanche rasante pour observer des supports qui sont un peu plus sombres ou un peu plus difficiles d'observation. Je prends par exemple des parquets sombres, où là, une lumière est une bonne aide pour bien voir les traces. Et l'œil nu est aidé d'une lampe est déjà un système qui nous permet de voir de nombreuses traces visibles, pardon. Mais on peut être amené aussi à étudier des supports tellement sombres ou très sombres, comme le sont les vêtements qui sont noirs ou d'autres supports qui peuvent être noirs. Là, dans ce cas-là, même la lumière blanche rasante devient un peu limite. Et beaucoup, et je fais partie de cela, nous utilisons l'infrarouge. On a la chance que des vêtements noirs en infrarouge paraissent gris clair et que les traces de sang en infrarouge paraissent toujours noires. Donc, on fait disparaître le support et on ne voit plus que les traces. Elles apparaissent noires, mais on sait que c'est les traces de sang. Et donc, l'infrarouge permet de rechercher toujours des traces visibles, mais sur des supports extrêmement sombres. Lorsque nous avons fini cette recherche visuelle, on peut compléter cette observation, cette recherche de traces de sang par une recherche chimique. C'est le cliché que vous voyez, qu'on connaît tous avec ces réactions bleutées qui sont dues au booster. Pourquoi je le fais alors que j'ai déjà fait une recherche visuelle? Parce que lorsque je vois ces traces visibles, je peux en voir certaines qui sont claires, qui présentent une coloration qui laisse penser à une dilution. Donc, s'il y a une dilution, peut-être qu'il y a eu un nettoyage et pourquoi pas faire autour des traces visibles une recherche pour voir si d'autres zones n'ont pas été nettoyées et donc des traces ont pu disparaître. Ou alors, vous regardez les traces visibles, celles que vous voyez, et nous constatons que près des accès à la pièce que nous sommes en train d'étudier, il y a des traces laissant penser qu'une personne est rentrée ensanglantée dans l'endroit que nous sommes en train d'étudier. Et lorsqu'on passe cette porte, derrière, il n'y a rien n'est ensanglanté, laissant penser que cette zone a été nettoyée. Je prends ces exemples parce que c'est des cas qui me sont déjà arrivés, où vous aviez des scènes de faits où la victime était dans une pièce, les traces de sang souillaient tous les murs autour de cette personne, mais les pièces d'à côté étaient propres. Or, on voyait bien que la personne était entrée dans ces lieux déjà ensanglantés, et du coup, ça m'a mené à faire une détection et me rendre compte que les autres pièces avaient été nettoyées. Donc, d'où une recherche chimique qui vient souvent compléter une recherche de traces visibles. Je mets totalement de côté la recherche de traces effacées, de traces latentes, lorsqu'elle suit une enquête. Là, dans le cadre d'une enquête, l'enquête a lieu et suspecte suspecte un endroit d'être le lieu d'un crime sanglant. Et lorsqu'ils y sont allés, il n'y a aucune trace de sang, donc laissant penser à un nettoyage là, complet. Là, dans ce cas-là, effectivement, une recherche chimique se fait, mais une recherche chimique se fera de façon complète et une recherche visuelle sera très sommaire parce qu'elle aura déjà été opérée. Elle ne vient pas en complément, elle vient se faire complètement sur les lieux parce que c'est l'enquête qui nous fait penser que ce lieu a été le site de faits sanglants qui, lui, ont disparu parce qu'on peut suspecter un nettoyage ou parce que c'est tellement bien que les traces se sont érodées et ne sont plus visibles. Mais bon, je reviens dans mon contexte, c'est-à-dire j'ai regardé les traces visibles, je les ai vues, je complète par une recherche chimique si certaines de ces traces me laissent penser qu'il est possible qu'il y ait eu un nettoyage à proximité des traces visibles. Ensuite, lorsque j'ai vu toutes les traces, je vais commencer à les identifier. Comme la définition l'indique, pour les identifier, je me base uniquement sur des critères morphologiques qui sont discriminants, c'est-à-dire qui permettent à travers ces critères d'identifier les traces. Et ces critères, je les reprends, je vous les ai cités tout à l'heure. Il y a tout d'abord la grande famille des formes. Lorsqu'on regarde les formes, on va tout d'abord s'attarder. Il n'y a pas d'ordre chronologique, mais ce sont les principales formes que nous regardons. On va regarder la forme circulaire. Est-ce que nous avons des traces qui sont circulaires? On a différentes situations où nous avons des traces circulaires, mais vous en voyez ici. Là, par exemple, avec mon petit cavalier 1 et mon test centimétrique, vous voyez que j'étais encore à la gendarmerie
lorsque j'ai fait cette photo, donc c'est assez ancien maintenant, et vous voyez bien des traces circulaires qui se trouvent sur un sol. Ensuite, vous pouvez avoir des traces circulaires avec un… Ah bah, j'ai mon téléphone qui se met en route, vous voyez. J'ai Google Aid là, qui veut m'aider. Vous voyez d'autres traces circulaires qui peuvent exister. Là, vous avez quand même un témoin qui vous aide pour savoir quelle est la cause de ces traces circulaires. Là, en l'occurrence, ce sont des mouches qui, malheureusement, peuvent créer pas mal d'artefacts sur une scène de crime sanglante. Vous avez encore des formes circulaires ici, que vous voyez en bas de ma première colonne, mais si vous pouvez déjà noter une différence de taille, deuxième famille de critères que nous aborderons tout de suite après. Donc, c'est la première chose que l'on regarde parmi les formes, c'est est-ce qu'il y a des traces circulaires. Ensuite, et qu'est-ce que veut dire circulaire? Circulaire, ça veut dire que l'impact s'est fait à 90 degrés du support que nous sommes en train d'étudier. C'est perpendiculaire. Pourquoi? Parce que dans l'espace, dès lors que du sang quitte son support, il va prendre une forme qui est plus ou moins sphéroïde. Lorsqu'il va venir impacter sur le support, il va s'étaler sur ce support. Et cet étalement sur le support va suivre les forces qui sont liées directement à l'axe avec lequel il est venu percuter. S'il vient percuter avec un angle proche de 90 degrés, ben les forces vont être égales dans tous les sens. Et si les forces sont égales dans tous les sens, ben ça vous fait une forme circulaire. Si vous venez impacter avec un fort angle, quasiment tangentiel par rapport au support que vous êtes en train d'étudier, ben la trace ne sera plus du tout circulaire, mais va être beaucoup plus ovoïde. Je prends un exemple que je prends systématiquement aux assises. Si vous avez du café dans un support, dans la tasse, et vous laissez échapper une goutte de ce café, elle va venir impacter sur la table et vous verrez qu'elle fera cette forme circulaire parce que le café quittant cette tasse va prendre une forme sphéroïde. C'est la meilleure des formes pour limiter les forces autour du fluide et il va venir impacter selon un axe proche de 90 degrés la table qui est en dessous. Et donc, vous avez cette forme circulaire. Si malheureusement, cette goutte s'échappe de la tasse au moment où vous étiez en train de boire et que du coup, cette goutte ne va pas souiller la table, mais plutôt va souiller votre buste. Là, l'impact ne va pas être à 90 degrés, puisque normalement, le buste est assez vertical. Et là, vous allez avoir une belle tache qui va être ovoïde et qui va répondre, en fin de compte, juste à cet axe quasi tangentiel de la goutte au moment de l'impact et qui va faire que les forces ne peuvent pas être égales dans tous les sens et qui va faire que la trace va s'étaler de haut en bas, puisque la pesanteur attire vers le bas. Donc, vous voyez, les traces circulaires ou ovoïdes ne dépendent pas de mécanismes de création différents, mais plutôt d'un angle selon lequel la goutte de sang va venir impacter le sujet que vous êtes en train d'étudier. Les mêmes mécanismes peuvent créer des traces circulaires et des traces ovoïdes, ça dépend vraiment de l'axe et de l'angle d'impact en réalité. Ensuite, vous avez une troisième forme qui est assez fréquente, c'est les formes que moi j'appelle complexes. Pourquoi complexes? Parce qu'elles associent de multiples formes. J'en prends pour exemple ce que vous voyez ici dans ma troisième et quatrième colonne, où vous avez des traces assez larges, qui sont plus ou moins entourées de traces qui sont beaucoup plus fines et qui ont une autre forme. Je vais commencer par celle qui est en bas, qui se retrouve sur un parquet. Pour tous ceux qui sont de la PTS, vous reconnaîtrez tout de suite que cette photo est de très mauvaise qualité parce qu'elle n'est ni numérotée, donc elle n'a pas de référence et elle n'a pas de test centimétrique, ce qui est une erreur. Et en plus, je peux vraiment dire que c'est une erreur parce que c'est moi qui ai pris cette photo, donc là, c'est une erreur de ma part. Là, vous avez une trace large qui est au centre de la trace complète, de la trace complète. Vous avez une trace assez large et autour, vous avez tout un ensemble de traces plus ou moins circulaires, mais qui sont beaucoup plus fines. Sur la photo qui est juste au-dessus, vous avez également une trace large, mais qui semble déjà sur le pourtour un peu plus épineux. Et autour, vous n'avez plus les traces plus ou moins circulaires que vous aviez auparavant sur le cas précédent, mais des traces beaucoup plus épineuses. Beaucoup plus épineuses pour la trace et beaucoup plus ovoïdes pour les traces que je dis secondaires. Ces traces-là sont souvent liées où vous avez en réalité la trace principale, la trace primaire qui est la première trace, et les traces qui sont autour, mais pas obligatoirement tout autour. Là, c'est tout autour, mais dans ce cas ici, uniquement sur un côté, vous allez avoir des traces que je dis secondaires qui sont issues, en fin de compte, de la trace primaire.
nous pourrons les identifier par la suite. Là, tous les morphos voient très bien quels sont les modèles que je suis en train de montrer. Ils sont très connus de notre milieu. Mais c'est là des formes complexes qui font que lorsque vous étudiez les traces de sang, vous n'êtes pas en train d'étudier trace par trace. Mais souvent, ça peut être un ensemble de traces, parce que cet ensemble de traces va vous permettre d'identifier ce que nous appelons un modèle. Je vais revenir sur ces termes dans peu de temps. Mais vous voyez, la trace complexe, c'est une association de plusieurs formes. Ensuite, après avoir passé ces 3 grands groupes de formes, vous avez d'autres formes que vous pouvez rencontrer. Une très fréquente, c'est une forme qui nous rappelle quelque chose. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois à l'intérieur une trame qui me laisse penser qu'il peut être un traitement. Donc là, vous avez le plus fréquemment, vous avez une forme de main. C'est une main ensanglantée qui vient en contact. Donc là, c'est une forme où on reconnaît l'objet, l'élément qui a permis la création de cette trace. C'est essentiellement ce qu'on appelle des transferts. Vous avez des traces qui peuvent avoir n'importe quelle forme, mais à l'intérieur de cette trace, vous voyez une répartition du sang qui n'est pas homogène, vous voyez des striations internes. Celles-ci vont aussi être des éléments qui vont nous permettre d'identifier ce modèle. En l'occurrence, en français, on appelle ça, dans le milieu francophone, on appelle ça un transfert glissé. Ou alors, vous avez aussi ces traces un peu assez larges, mais qui sont suivies de traces que je dis en bande, parce que vous avez les deux côtés des traces qui sont parallèles. Bon, là, on reconnaît tous des écoulements. Dans notre milieu, on appelle ça des coulées de sang, mais voilà, on reconnaît ces traces-là. Elles ont l'air comme ça anodines ou peu importantes. Imaginez les mêmes traces sur un corps humain. Elles prennent là une forte importance parce qu'elles vont vous permettre de voir si le corps a été manipulé à travers les écoulements qui peuvent le souiller. Donc, ce sont des traces qu'il ne faut pas éviter, qu'il faut regarder également, et le sens des coulées va vous permettre de donner des détails sur quelles ont été les actions sur le support qui les présente. Donc, voici les 3 principales formes, circulaires, ovoïdes, complexes, tout en sachant qu'il en existe quelques autres. Après la forme, je vous ai parlé de la taille. Or, la taille en morpho-analyse de traces de sang, c'est un paramètre que moi je considère pas important, ou en tout cas, pas important n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas qui n'est pas aussi précis qu'on peut le penser. Vous voyez ici une publication qui est la seule qui a été vraiment réalisée dans ce domaine, à ma connaissance, qui a été faite par Ross Garner, un Américain, morpho-analyste important, qui fait beaucoup de morpho-analyse, et qui dit que lorsque vous créez des traces passives, donc qui sont dues qu'à la pesanteur, vous n'arrivez pas à obtenir des traces qui sont inférieures à 3 mm sur des supports non poreux et à 4 mm lorsque ce support est poreux. Non poreux, un carrelage, poreux, un vêtement, par exemple. Et donc, si c'est inférieur à 3-4 mm, ça ne peut plus être une trace passive, c'est obligatoirement une trace projetée, une trace active, et donc résultant d'une action volontaire de l'individu. C'est un élément important, mais en réalité, en morpho-analyse, on ne va pas calculer précisément le diamètre de chacune des traces. On est plutôt dans des familles. On va plutôt avoir des traces qui vont être centimétriques, des traces qui vont être millimétriques, voire même des traces qui vont être inframillimétriques. On va plutôt faire des différences entre des traces qui sont supérieures à 10 mm à celles qui sont de l'ordre du millimètre. Voilà, 3-4 mm, c'est une donnée intéressante, mais la plupart du temps, en morpho-analyse, nous ne sommes pas à cette précision-là. On est plutôt sur des familles, et c'est l'ordre centimétrique, l'ordre millimétrique, voire en deçà du millimètre. La troisième famille de critères morphologiques importantes est la distribution. Je rappelle, la distribution, c'est la répartition des traces les unes par rapport aux autres. Donc les traces, comment elles peuvent s'arranger? Elles peuvent s'arranger de façon linéaire, se retrouver les unes derrière les autres. Mais quand j'entends les unes derrière les autres, ce n'est pas une droite. C'est, par exemple, ici, c'est une distribution linéaire. Elles se suivent. Là, vous avez des lignes. Je pense que vous voyez tous ma souris. Et là, donc, vous voyez qu'ici, il y a des lignes. Là, vous en voyez également. Donc, nous cherchons voir si les traces vont nous présenter des lignes qui peuvent être droites ou courbes. Ce type de répartition, vous allez essentiellement le retrouver lorsque vous manipulez un élément ensanglanté. Imaginez un couteau ensanglanté et vous faites un geste avec ce couteau. Et les traces, en raison de la force centrifuge, vont quitter le support ensanglanté
et vont se distribuer selon le mouvement qui a été fait avec le couteau. C'est la même chose lorsque vous manipulez un bâton qui est ensanglanté, ou si on revient sur les scènes de fées, on a pu tous rencontrer, sur un marteau qui a servi à frapper un individu. Au bout de quelques instants, ce marteau va être ensanglanté et les manipulations par la suite de ce marteau vont entraîner des projections qui vont s'orienter, se distribuer de façon linéaire et qui vont nous montrer les manipulations qui ont été réalisées avec cet objet ensanglanté. Voilà la première distribution. Une autre distribution une autre façon d'avoir une distribution linéaire, bah vous continuez avec ce marteau ensanglanté, mais vous ne manipulez plus, vous êtes juste en train de vous déplacer avec ce marteau ensanglanté. Bah le marteau va goûter et les traces vont souiller le sol et vont suivre le mouvement que vous êtes en train de faire. Vous voyez, vous pouvez avoir la force centrifuge lors d'une manipulation, ou la simple action de la pesanteur qui va faire que les traces vont goûter du support ensanglanté, et s'il est suffisamment ensanglanté, ben il va nous permettre de voir le chemin qu'a suivi le support ensanglanté lorsqu'il quittait la plupart du temps la scène. Un autre type de distribution, c'est la convergence. Alors, les termes là ne sont pas... Il n'y a pas de rigidité dans notre milieu sur l'emploi de tel ou tel terme. Moi, j'emploie maintenant régulièrement convergente, distribution convergente, mais j'ai utilisé pendant longtemps distribution radiante. D'autres vont utiliser distribution rayonnante. Quel que soit le terme employé, on voit à peu près tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que les traces semblent toutes parties d'un même point. Rayonnante est peut-être le plus illustrant, parce qu'on a tous en tête les rayons d'un vélo. Bah, c'est un peu, voilà, elle se distribue selon les rayons du vélo, nous montre le noyau central de cette roue de vélo. Vous l'avez ici en bas à gauche de mon écran, de façon assez générale, mais de façon un peu plus resserrée sur la photo qui est en bas à droite, où vous voyez tout un ensemble de traces qui se distribuent, qui ont l'air de montrer une convergence qui se trouve plus à gauche que le cliché. Comment on peut déterminer cela pour ceux qui ne sont pas morpho-analystes? C'est que vous avez tout un ensemble de traces ovoïdes que vous voyez ici. Toutes présentent une partie plus ou moins arrondie et puis une autre plus ou moins pointue qui peut être suivie par une petite queue, voire des fois même par un petit point. Pourquoi vous avez cette partie plus ou moins arrondie? Je rappelle que le sang est un fluide et que tout fluide qui se déplace dans l'air va prendre une forme moins sphéroïde. Lorsqu'il se déplace sur la forme d'un sphéroïde, il va arriver, il va impacter le support que nous sommes en train d'étudier, mais c'est le sphéroïde qui va venir impacter. Et ensuite, il va s'étaler selon l'axe qu'il a déjà suivi avant de venir sur ce support. Et la partie arrondie de la trace que nous sommes en train de regarder, bah, c'est la marque de ce sphéroïde. Et ensuite, il va s'étaler pour finir soit même en rebondissant, ce qu'on appelle un ricochet, ou alors juste par une petite ligne. Donc, cette partie la plus arrondie présente le premier contact du sphéroïde de sang avec le support. Donc, si ici c'est le premier contact, à la fin de la trace est l'axe qu'a suivi la trace. Donc, si cette trace que je suis en train de vous montrer à la partie arrondie qui est la plus à gauche, ça veut dire que la trajectoire suivie va de gauche vers la droite. Donc, il faut revenir vers la gauche pour montrer l'axe de la trace. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des axes de cette trace, on voit tout ce qui vient de la gauche vers la droite. Et lorsque l'on regarde les lignes qu'elles peuvent faire, on se rend compte qu'on a une zone de convergence. Un point de convergence, ce serait exceptionnel. Et souvent, ça veut dire qu'on a un peu triché qu'on a triché malheureusement sur nos axes, mais plutôt mais on a plutôt une zone qu'un point précis. Alors, j'aurais pu aller lire. Alors, la convergence correspond à quel mouvement? Elle ne correspond pas à un mouvement en fin de compte. Les linéaires va correspondre vraiment à un mouvement. Convergence, c'est un autre mécanisme de création. Et là, ça demande une force, l'application d'une force sur une source de sang. Dans notre milieu en criminalistique, si on applique une force sur une source de sang, la plupart du temps, c'est un acte violent. On a tapé quelqu'un, on a une percussion sur un support, la percussion sur le planté va provoquer des projections de sang, et ces projections de sang vont s'arranger de façon convergente. Voilà, c'est pas un mouvement, c'est plutôt une action, et là, cette action, c'est on a percuté une zone ensanglantée,
et du coup, le sang est parti de cette zone ensanglantée de façon convergente pour souiller tous les sujets qui sont autour de la zone de percussion. Ce qui veut dire, lorsque vous faites cette convergence, ben, vous allez avoir cette aire de convergence et ça veut dire que la source de sang se trouvait face à cette aire de convergence. Donc, il y a une info très importante pour nous, c'est lorsque on a la chance de voir des traces ovoïdes millimétriques qui s'arrangent de façon convergente, on va étudier la convergence, on va identifier cette convergence, cette zone de convergence, et on va pouvoir vous dire, voilà, la source de sang se trouvait face à celle-ci lors d'une percussion. Et si on obtient plusieurs convergences, ça veut dire qu'on a plusieurs percussions. Dans notre milieu, on travaille quand même en criminalistique. Lorsqu'il y a percussion, la plupart du temps, c'est un coup qui a été porté à un individu. C'est un acte de violence. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je vois la conversation, mais je n'arrive pas à aller aux dernières choses. Quand je dis ça, j'espère que mon équipe pourrait venir m'aider à aller faire ça, parce que je suis un peu bloqué. Mais bon, voilà. Ensuite, alors je vous rappelle, on a étudié les formes, on a étudié la taille des traces, nous avons regardé la distribution que nous venons d'aborder, et même je vais en oublier que je n'ai pas étudié, je ne vous ai pas présenté l'ensemble, parce que je vois que j'ai parabolique par la suite. On a d'abord regardé linéaire, qui correspond à un mouvement, convergence, qui correspond à une percussion, parabolique, c'est que les traces sont en fin de compte, ont suivi une trajectoire la plupart du temps montante et ensuite sont retombées. Pourquoi elles sont retombées? Parce qu'elles n'ont plus de vitesse ascensionnelle. Vous avez des traces qui sont en train de monter, elles n'ont rien percuté alors qu'elles étaient en train de monter, leur vitesse ascensionnelle s'annule. Pourquoi elles s'annulent? Parce qu'elles sont contrecarrées par la pesanteur et par les forces de friction. Et dès lors qu'elles s'annulent, les forces de friction et la pesanteur jouent totalement son rôle et ça fait qu'elles retombent très très vite. Et ça, si vous avez l'ensemble de la trajectoire, ça vous donne une parabole qui retombe qui est donc une partie de la parabole qui est très courte, qui retombe quasiment à la perpendiculaire au sol. Alors, pour ceux qui le savent, je suis dans la région marseillaise et lorsque je fais les cours de niveau 2 qui prennent en compte justement toutes ces distributions convergentes et paraboliques, un des tests que nous menons, c'est on joue à la pétanque, tout simplement. Et lorsque vous jetez une boule de pétanque vers l'avant en espérant qu'elle s'approche du cochonnet, il y a un moment, elle monte. Et puis, il y a un moment, elle n'a plus de vitesse ascensionnelle, elle va retomber, et elle va retomber bien plus vite qu'elle n'est tombée. Et c'est ça, la trajectoire parabolique. Alors, si vous l'avez dans une boule de pétanque, sachez que vous l'avez également dans une trace de sang suite à un acte de violence et suite à l'absence de contact alors qu'elle est en phase ascendante. La parabolique ne peut pas être due à une section. Alors, on me pose la question sur… il va falloir que vous posiez les questions systématiquement sur le groupe parce que je n'ai plus accès à la discussion. Là, j'ai mes collègues qui me retranscrivent les questions, donc retransmettent les questions. Donc là, j'ai une question qui concerne est-ce que le parabolique peut correspondre à une section d'artère, à une blessure artérielle? Les blessures artérielles vont vous donner une trajectoire qui est en partie parabolique. Oui, tout à fait. Sauf que, pas sauf, et en tout cas, dans le cas d'une plaie artérielle, vous n'allez pas avoir des traces qui vont être de l'ordre du millimètre. Là, celle qui présente pour moi la trajectoire parabolique, c'est la photo qui est sur le support rouge, qui est tout en haut à droite. Une section artérielle, vous l'avez immédiatement à la gauche de la première photo, c'est une des photos centrales. Et là, les traces sont également ovoïdes, mais sont largement plus grandes, parce que là, vous avez facilement des traces on est obligatoirement de l'ordre du centimètre, voire d'une dizaine de centimètres. Donc effectivement, une section d'artère, je dirais même pas d'artère, parce que Rex Parks nous l'avait montré, il habite des Moines, et il y avait eu le cas dans une rupture de varice. Et donc, ce n'est pas obligatoirement artériel, puisque une varice, c'est une veine. Et le sang est en sous-pression dans la veine. Lorsqu'il y a eu la rupture de cette varice, ça avait projeté le sang. Et ce sang s'était retrouvé sur les plaintes du domicile de la victime, si on peut dire, sous la forme de paraboles. Effectivement, du sang qui est sous pression va vous faire aussi des trajectoires qui sont paraboliques, mais vous avez d'autres critères, comme on dit, c'est l'association de tous les critères. Vous avez le critère de taille
qui va faire qu'on ne peut pas les confondre avec ce que j'étais en train de vous dire sur la suite d'une percussion. J'ai déjà des questions sur la datation des traces de sang. Alors, cette question est systématique et puis ça montre bien l'importance de la datation. On m'a dit un jour que c'était le Graal. J'ai travaillé dessus. Bien sûr, le Graal, il n'y a que ceux qui y croient. D'autres sont têtus et essayent d'y répondre. Eh ben, ça va quand même être un sacré Graal, hein, parce que pour aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il y a de la datation des traces de sang et beaucoup de travail dessus. Il y a des équipes japonaises, de nombreux pays qui travaillent sur la datation. De nombreuses techniques sont présentées, mais aucune ne semble être valable sur une scène de fait. Pourquoi? Parce que sur une scène de fait, vous avez tout un ensemble de paramètres qui ne sont pas gérés, dont vous ignorez la réalité. C'est l'ensoleillement, donc la chaleur, la température, l'hygrométrie, qui sont des paramètres très importants pour dater et c'est des données auxquelles vous n'avez pas accès lorsque vous arrivez sur une scène de crime, puisqu'ils ont été modifiés. Et entre le moment des faits et le moment de votre intervention, que s'est-il passé? Est-ce que c'est en face d'une fenêtre, en face d'une fenêtre? Donc aujourd'hui, plusieurs méthodes existent, même certaines de l'ARN. On voit aussi la présence d'hémoglobine. On voit aussi la dégradation de l'alpha et de la bêta-globuline. Il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées et qui ont été. Et il y a peu de temps, j'ai publié sur LinkedIn une publication qui faisait état un peu de tout ce qui existait. Et la conclusion était qu'aujourd'hui, il n'y avait aucune méthode qui permettait de dater les traces de sang sur une réelle scène de crime. Donc malheureusement, on est encore de l'ordre du gras. Mais on compte y travailler. Là, l'équipe ici s'étoffe et on espère s'y remettre. Mais puis, c'est pas parce qu'on travaillera dessus qu'on aura une réponse, mais en tout cas, on aimerait bien les équipes qui travaillent dessus. Donc, après la forme, après la taille, après la distribution, on va passer à la dispersion. La dispersion, c'est un type de critère qui a son utilité, mais pas encore pour l'identification. Vous voyez par exemple tout un ensemble de traces de sang, tout un ensemble de traces de sang qui souillent à la fois le dossier du canapé, de ce canapé que je vous présente, également l'accoudoir de ce canapé, mais également le mur d'appui de ce canapé, le mur qui est à la suite de l'accoudoir. Et lorsqu'on regarde les trajectoires, vous êtes un peu obligé de me suivre, vous voyez à travers les flèches qu'on a l'air d'avoir une convergence. Toutes les traces ont l'air de revenir sur le dossier du canapé dans une zone qui est plus proche de là où peut se trouver la tête d'une personne qui est régulièrement assise. Hormis une, où là, sur la partie plus centrale du canapé, là, elle redescend. Rappelez-vous les trajectoires paraboliques et là, on peut tout à fait la faire correspondre à la zone de convergence que nous avons trouvée. Donc là, la dispersion, c'est de dire j'ai des traces sur le canapé, le dossier du canapé, j'ai des traces sur l'accoudoir, j'ai des traces sur les murs, mais je n'ai pas du tout de traces dans cette zone. Vous verrez que cette répartition générale, cette dispersion, prend son importance dans une des méthodes que j'emploie lorsque je fais de la morpho-analyse de traces de sang. Je le garde pour l'instant, je vous en parlerai dans très peu de temps. Lorsque j'ai observé tous ces critères, c'est bien gentil, mais vous voyez, il y en a plein, et puis c'est dans tous les sens. Alors, est-ce que j'ai des outils pour chacune des traces? Non. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas, avant de faire de la criminalistique, je faisais de l'entomologie. Et l'entomologie, pour ma part, c'était de donner des petits noms latins aux insectes, puisque j'avais la chance de travailler au Muséum de Paris. Mais de façon plus générale, comme tous les naturalistes, on a créé, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, des clés d'identification des insectes, comme il en existe pour toutes les plantes, comme il en existe pour énormément pour tout ce qui est dans la nature. On a tous eu peut-être un jour un ensemble de questions qui nous permettaient d'identifier que la feuille que nous avions ramassée à cet endroit, c'était la feuille de tel type de chêne ou quoi que ce soit. Ce sont des clés d'identification. Reprenant mes premiers amours, j'ai refait une clé d'identification pour les traces de sang. Cette clé que vous voyez actuellement, c'est la clé que j'utilise pour identifier l'ensemble des modèles de traces de sang qui existent dans notre milieu. Vous voyez, l'entrée, c'est traces de sang.
C'est en rouge parce que, déjà parce qu'on pense que c'est du sang, mais on pense que c'est du sang. La réalité, lorsqu'on fait les constatations, c'est qu'on devrait écrire une trace rougeâtre. Une ADN ou une analyse biochimique va nous permettre de nous assurer que c'est du sang. Donc, nous, en tant qu'analyste, on va poser l'hypothèse, la trace rougeâtre que je suis en train de regarder, moi, je pense que c'est du sang. Et ensuite, répondre à tout un ensemble de questions. Ces questions sont dans les cartouches qui sont blancs. Les clés d'identification veulent que l'on réponde aux questions que par oui ou non. Là, en l'occurrence, quand vous répondez oui, vous montez. Quand vous répondez non, vous descendez. Par exemple, là, trace mère, c'était l'ancien nom de trace primaire. Y a-t-il une trace mère? Oui, vous montez et vous avez une autre question. Non, il n'y a pas de trace mère. Dans ce cas-là, est-ce que les traces sont ovoïdes, circulaires? Oui, vous montez. Non, vous descendez. Et les cartouches gris, c'est l'ensemble des modèles de traces de sang qui existent dans notre milieu. Donc, vous voyez qu'un ensemble de questions va vous permettre d'identifier chacun des modèles de traces de sang qui existent dans notre discipline, qui est la morpho-analyse des traces de sang. Donc, vous partez, en criminalistique, vous partez d'une trace pour arriver à un modèle de traces de sang. Voilà la façon dont nous travaillons. Et moi, pour faire cela, j'utilise cette clé d'identification qui me permet d'identifier mes modèles de traces de sang de façon totalement objective, parce que si rapidement vous voyez l'ensemble des questions qui sont là, les questions qui sont présentes n'existent que sur des éléments que montre la trace de sang ou alors le support sur lequel se trouve cette trace. Ce sont les deux seules sources d'information. Après, je fais un peu de pub. Je l'ai publié, cette clé d'identification. J'ai commis, j'aime bien ce terme, j'ai commis un livre l'année dernière. J'ai eu l'énorme chance d'être publié par les presses de Polytechnique universitaire romande de Suisse, parce que à Lausanne, il y a quand même, pour moi, la plus grande école de criminalistique que je connais. J'ai quand même la prétention d'en connaître au moins deux, donc voilà, c'est la meilleure des deux. Mais c'est une grande école de criminalistique et ils ont publié mon manuscrit et dans ce manuscrit, vous avez cette clé d'identification. Peut-on déterminer le type d'arme utilisé par un morphologue? Alors, est-ce qu'on peut identifier… Alors là, on me pose une question sur le type d'arme qui a projeté les traces de sang, qui a provoqué la projection ou l'existence de traces de sang. Le type d'arme, si vous entendez type d'arme par la nature, j'entends par nature d'arme une arme tranchante piquante, une arme contondante ou une arme à feu, une arme balistique. Dans la plupart des cas, oui, nous arriverons à identifier ce type d'arme. Pas uniquement à travers un modèle de sang, mais à travers un ensemble de traces de sang. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est la différence entre une plaie piquante et une percussion. Là, c'est vraiment l'élément qui, pour moi, les types de blessures qui sont difficiles à différencier. Par contre, une arme à feu, comme vous avez énormément d'énergie cinétique qui est transmise, vous allez avoir des traces qui vont être très petites et vous allez avoir des traces qui sont essentiellement inframillimétriques. Donc, on est en dessous du millimètre, voire même un dixième de millimètre. Lorsque vous avez des plaies qui sont soit tranchantes, piquantes ou contuses, là, la taille est similaire. Par contre, vous allez avoir des types de traces qui vont être typiques de chacun de ces modèles. Si vous avez une plaie tranchante, une estafilade, souvent le couteau qui a servi à faire cela, ou en tout cas l'arme vulnérante qui a servi à faire cela, va continuer son chemin après avoir créé l'estafilade. Et lorsqu'elle continue son chemin, le sang dont elle est souillée en raison de l'estafilade va s'en échapper en raison de la force centrifuge et vous allez avoir des lignes. Donc ça, c'est un élément qui ne nous fait pas dire, c'est sûr, c'est une plaie tranchante, mais qui va être un élément parmi d'autres qui vont nous permettre de dire, tiens, là, on est sûrement face à une scène qui a provoqué des plaies tranchantes. Les plaies piquantes, vous avez d'abord une percussion, l'entrée du couteau, mais elle n'est pas violente. Donc, vous allez avoir une dispersion des traces sous la forme de modèles convergents de distribution, enfin, ce qu'on appelle nous un modèle d'impact, une distribution de traces convergentes qui va exister, mais qui va être très proche de la source de sang. Donc, si la source de sang n'est pas proche d'un mur, vous ne la verrez pas. Mais ensuite, lorsque l'arme est extraite, l'extraction de l'arme va créer une trace qui va être très importante parce que le couteau ayant agi un peu comme un bouchon, vous allez avoir tout le sang qui s'est accumulé, même si le coup est rapide, tout le sang qui s'est accumulé en raison des lésions provoquées par l'entrée du couteau
lorsqu'il sort le couteau, eh ben, il va provoquer une quantité importante de sang qui va sortir. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une chute de volume. Donc, une chute de volume associée à d'autres éléments nous permet de dire, tiens, là, on est plutôt face à une plaie piquante. Une plaie contuse, donc due à un objet contendant ou due à une batte de baseball, à une chaise, mais aussi à des poings, à des coups de pied, va vous faire des traces ovoïdes millimétriques qui vont se répartir de façon convergente, mais la répartition va être très large. Vous pouvez en retrouver à plus d'un mètre de votre zone de convergence. Donc une dispersion importante va nous dire, là on est plutôt face à des percussions. Mais par contre, si vous me demandez de faire la différence entre l'emploi d'une chaise ou l'emploi d'un bâton, là, ça va être beaucoup plus difficile. Par contre, si on utilise un outil et que ça a provoqué, on voit de nombreuses percussions, l'outil devrait ou risque de montrer des traces qui résultent de sa simple manipulation. Parce que, au bout d'un moment, à force de frapper, l'outil va être ensanglanté et lorsqu'il va être manipulé pour frapper à nouveau, lors du mouvement, il va avoir du sang qui va s'en échapper en raison de la force centrifuge. Et donc, vous allez avoir toute une série de traces millimétriques, ovoïdes et circulaires qui vont se répartir de façon linéaire. Donc, lorsque vous avez des percussions et ce style de modèle, ce qu'on appelle nous un modèle d'éjection, là, vous commencez à penser, tiens, j'ai des percussions, donc des plaies contuses, mais elles sont certainement le résultat de l'emploi d'un outil. Définir quel est l'outil, non. Ça, je ne le fais pas, je n'y arrive pas, ou en tout cas, je ne m'y aventure pas. Je ne m'y aventure pas. Mais par contre, voilà, faire la différence entre plaies balistiques, plaies tranchantes piquantes, plaies piquantes et plaies contuses, on devrait quand même aller assez loin et dire oui, là c'est plutôt compatible avec tel type de blessure. Donc voilà, dans ces natures-là, on y arrive à peu près. Alors, lorsqu'on continue, donc mes critères, j'utilise la clé pour les arranger et pour arriver au modèle de trace de sang. Si je reviens sur les modèles que je vous présentais, là vous voyez toutes les cartouches qui sont gris. Ce sont là la terminologie qui est francophone, mais qui est maintenant internationale. Ce n'est pas que la France est leader, pas du tout. C'est qu'il existe une terminologie anglophone et tous les pays sont d'accord pour utiliser une terminologie dans leur langue qui est le résultat de la terminologie anglophone. Et je peux vous en parler parce que c'est moi qui dois m'en occuper au sein de l'IABPA, l'association qui nous regroupe. J'ai en charge de m'assurer que la terminologie dans les langues qui existent au monde soit compatible avec la terminologie anglaise, qui est notre terminologie de base, qui est la première. Rappelez-vous, je suis entomologiste à la base, et donc on avait ces termes latins qui identifiaient tous les insectes. Après, chacun utilise sa langue pour déterminer ce qu'est qu'un insecte, mais on utilisera des termes latins pour permettre à des scientifiques de chaque pays d'être sûrs qu'ils parlent bien du même type d'insecte. Nous, on avait fait la même chose, mais bon, au XXe siècle, parce qu'on l'a fait, même au XXIe siècle, on l'a fait en 2008. Cette terminologie, puisque j'étais aussi à l'origine de la terminologie anglaise, j'ai participé à cela. On a déterminé l'anglais comme la langue de base. C'est un peu une réalité, même si les francophones français aimeraient bien que ce soit le français, mais non, c'est l'anglais. Et du coup, on se réfère à cette terminologie anglaise, et c'est comme ça que des Japonais peuvent avoir leur terminologie. On voit l'association du terme japonais avec le terme anglais et on revient avec le français. Ça fait que des Français peuvent travailler avec des Japonais. C'est assez drôle parce que ça peut arriver. Moi, je travaillais comme ça avec des Chinois et il me fallait même des PDF parce que je n'arrivais pas à lire leurs publications sur Word parce que je n'avais pas les termes chinois. Donc, il fallait qu'on passe par des PDF et on voyait les interactions. Mais donc, voilà pour la terminologie qui est commune à tous les pays. Alors, on me pose la question sur la différence. En tout cas, c'est des questions très concrètes. On voit qu'on est face à des gens qui sont vraiment touchés, qui sont dans le milieu au moins de l'enquête, voire des constatations. Faire la différence entre des traces qui sont dues à une lutte et à des secours. Dès lors que les actions de lutte ont lieu entre deux individus, au moins deux individus, entre des personnes qui sont debout
Et les secours, essentiellement sur une personne qui est au sol, ça, il n'y a pas trop de problème. On arrivera à le faire parce que tout ce qui est, si la personne, on lui fait un massage cardiaque alors qu'elle est au sol, massage cardiaque, c'est des percussions. En plus, il doit être les bras bien serrés, donc bien droit. Donc, il y a des vraies percussions. Ça va engendrer des projections de traces de sang et qui vont rester vraiment à très faible hauteur. Et donc, si les faits sont passés en hauteur, les faits de violence sont passés en hauteur, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque les faits de violence se sont passés également au sol, entre deux personnes, au moins deux personnes qui luttent au sol, ça devient tout de suite plus compliqué et il va falloir faire une association, une analyse, c'est-à-dire l'identification des traces va nous permettre de voir des percussions. Ensuite, le schéma général, la dispersion générale des traces va tenter de répondre, en tout cas va dire les traces que je vois là sont probablement dues à une action violente, à la lutte, et celles-ci sont plus probablement dues à une action de secours. Mais vous voyez, déjà, il y a du conditionnement. Lorsque les deux se passent au sol, faire la différence devient un peu plus difficile. Devient difficile. Et on en arrive là, justement, donc on a fait cette recherche de traces de sang, d'abord visuelle, ensuite chimique, on a regardé les critères morphologiques d'identification, qu'on a arrangé dans une clé pour pouvoir identifier les traces. On s'assure que notre terminologie est suffisamment internationale, ou en tout cas acceptée, pour que tout le monde puisse faire un rapport et que qui que ce soit puisse dire ça. Et ensuite, on va passer à la localisation. La localisation des traces, vous allez souvent entendre, ou en tout cas lire lorsque vous regardez des analyses, que la localisation se fait à travers de la trigonométrie, où on fait l'inverse du sinus d'un ratio entre la largeur et la longueur de trace ovoïde millimétrique pour permettre de calculer un angle d'impact et donc replacer la trajectoire. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu en utilisant trigonométrie, mais malheureusement, lorsqu'on va aux assises, c'est quelque chose qui perd les jurés. C'est quelque chose dont beaucoup ont peur. Et du coup, je me suis retrouvé face à des assises où j'avais l'impression de ne pas être compris, alors que la donnée semblait importante pour ceux qui allaient juger. Ce n'est pas moi qui juge, c'est les trois magistrats. En France, c'est 3 magistrats et plusieurs jurés, un jury populaire. Donc c'est à eux de juger, et pour qu'ils puissent bien juger, je considère qu'il est important que je leur donne des éléments que eux comprennent pour qu'ils puissent les critiquer par eux-mêmes, et pas leur donner des choses, rien compris, mais comme c'est utilisé des termes savants, il doit avoir raison. Donc, je préfère être facilement compréhensible, et du coup, j'ai essayé d'évoluer sur cette méthode, d'autant plus que cette méthode a des inconvénients qui me perturbaient, parce qu'on emploie la méthode trigonométrique surtout maintenant sur des logiciels, et bien que les auteurs de logiciels le disent, la hauteur que le logiciel va donner, c'est une hauteur qui est souvent maximale, et la source de sang va se trouver entre cette hauteur maximale et 0. Donc, on n'a pas trop de données sur la hauteur avec la trigonométrie lorsqu'on l'utilise sur des logiciels. Les premiers Américains et les tout premiers à avoir fait de la morpho-analyse utilisaient une autre méthode qui me semblait bien plus correcte, peut-être moins précise parce qu'elle était plus difficile à mettre en œuvre et beaucoup plus artisanale, mais avait l'avantage d'être plus précise sur l'ensemble des 3 coordonnées qui sont la distance par rapport à un angle du mur, la distance par rapport au mur, combien devant le mur, et la hauteur. C'est les 3 coordonnées qui nous intéressent. Donc, face à cette situation où les anciens avaient une méthode artisanale peut-être, mais quand même assez robuste, une méthode de trigonométrie qui paraît robuste, mais qui pose pour moi beaucoup de problèmes, et je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai même eu des étudiants qui ont travaillé dessus et on voit qu'elle a de nombreuses limites et elle pose des hypothèses qui sont invérifiables. Donc là, pour moi, ça a été un cas d'arrêt complet. J'ai essayé de mettre au point j'ai mis au point une nouvelle méthode que j'appelle la méthode des angles limites. Les angles limites sont des zones où il y a absence de traces de sang. Dans notre jargon, quand il n'y a pas de traces de sang, les Anglais appellent ça des voids, et nous, on appelle ça maintenant des zones d'interruption lorsqu'on a traduit la terminologie francophone. Par exemple, une zone d'interruption, vous la voyez ici, vous avez tout un ensemble de traces de sang sur la partie droite de l'objet photographié. Après, vous avez une ligne blanche, une absence de traces de sang, et après, les traces de sang recommencent. Là, en l'occurrence, ce que vous êtes en train de regarder, c'est un chambranle de porte. Vous remarquez qu'il y a une absence de traces de sang dans ce chambranle de porte.
Ben pourquoi? Il est assez facile de le deviner. Ben si la source de sang se trouve plutôt à droite sur la photo, et ben elle va venir souiller le support qui est devant elle. Le support qui est devant elle va faire obstacle au support qui est un peu plus en arrière, et donc ça va créer une zone sans trace. Si je prenais une lampe et que j'allumais de la droite vers la gauche ce support, ben ici vous auriez une ombre. C'est ce que j'essaie d'exprimer par les deux cubes, le cube et le cylindre que vous avez à côté. Tout ce qui n'est pas dans la lumière sera dans l'ombre, et tout ce qui est dans l'ombre ne présentera pas de traces de sang. Et si vous avez cette zone ici d'absence de traces de sang, elle est due à un angle limite qui est l'arête de cette partie-là, et donc la source de sang se trouve plus à droite. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc là déjà, j'arrive à dire la source de sang est plutôt à droite de ce support. Aidé par d'autres traces de sang, on arrive à avoir un minimum et un maximum permettant de placer la personne par rapport à ce chambranle. Ensuite, la hauteur. Je vous rappelle que la source de sang est en face de la convergence des traces millimétriques ovoïdes qui se répartissent de façon convergente. Donc, lorsque vous avez trouvé ce que nous on appelle un modèle d'impact, donc ces traces ovoïdes millimétriques convergentes, vous allez vérifier où est cette zone de convergence, et vous savez qu'en face de cette zone de convergence, vous avez la source de sang. Donc la source de sang, quand on calcule, quand on positionne cette zone de convergence, vous avez une hauteur minimum, une hauteur maximum. La source de sang se trouve entre cette hauteur minimum et maximum, qui est, pour l'instant, dans les travaux que je fais, qui est rarement supérieur à une dizaine de centimètres. Donc on est précis à plus ou moins 10 centimètres. Ce qui, je pense, pour un corps, permet assez facilement de savoir si la personne était plutôt au sol, plutôt debout, ou plutôt entre les deux. Donc, c'est pour moi la méthode que j'emploie, c'est de voir la répartition, la distribution générale des traces et la forme des traces pour replacer la source de sang au moment de la percussion. Là, vous avez au-dessus du chambranle de porte dont je viens de parler, une photo présentant l'intérieur d'une salle de bain. Le photographe, qui est moi-même, se trouve au niveau de la porte de cette salle de bain. Donc, elle est toute petite, cette salle de bain. Dès que vous rentrez dans cette salle de bain, vous voyez, on voit même la porte qui est là, qui est donc là sur notre gauche. Le mur, ensuite, supporte un radiateur électrique. Ensuite, on ne voit pas l'angle du mur parce qu'il y a une machine à laver à hublot qui est présente. Ensuite, sur le mur du fond, vous avez le lavabo. Et sur le mur du fond et sur le mur qui est à droite lorsque nous rentrons, nous avons la baignoire qui représente toute la longueur de la pièce puisqu'elle va venir se cogner contre le mur qui revient vers la porte. Lorsqu'on regarde la répartition, la distribution générale des traces, vous en aviez bien sûr sur le radiateur, sur le mur qui porte le radiateur, sur la façade de la machine à laver. Vous n'en aviez pas sur la partie latérale, le côté de la machine à laver qui regardait la baignoire. Vous n'en aviez pas sur la zone du mur du lavabo, qui est la plus proche de la machine à laver. Par contre, vous en aviez entre le siphon de ce lavabo et la baignoire, et ensuite vous en aviez sur tout le coffrage de la baignoire. Donc déjà, cette répartition générale, avec l'absence de traces ici, laissait penser que la source de sang se trouvait devant la machine à laver et l'arête de la machine à laver expliquant l'absence de traces ici. Ce qui était corroboré par la forme des traces de sang, parce que nous n'avions que des traces ovoïdes, et lorsque nous approchions ici, vous aviez tout un ensemble de traces circulaires plaçant la source de sang face à la zone qui est comprise entre le hublot et le sol. Et cela a été encore une fois confirmé par la présence de traces qui étaient sur la partie basse du hublot. Donc là, on avait vraiment tout un ensemble de paramètres permettant de placer la source. J'ai dû aller sur les lieux parce que j'avais aucune photo me présentant le mur qui séparait le coffrage de la baignoire de la porte d'entrée. Et donc, quand je suis allé, j'ai regardé ce mur et j'avais aussi de nombreuses traces de sang ovoïdes, millimétriques, convergentes, et qui montraient que l'ensemble des sources et l'ensemble étaient souillés. Il n'y avait que cette zone sous le lavabo qui n'était pas souillée. Donc, l'ensemble m'a permis de confirmer que la… si, Géraud. Oui, il semble que… Moi, j'entends du bruit qui arrive derrière, on a des interférences. Certains d'entre vous ont leur micro de mis en route et cela provoque pas mal d'interférences. Je ne sais pas si vous les entendez également, mais bon.
Là, j'ai Géraud que vous voyez maintenant derrière moi qui va s'en occuper. C'est le plus jeune de la bande, donc c'est lui qui s'occupe des méthodes un peu plus modernes, un peu plus… Voilà. Allez, je suis vieux maintenant. Mais du coup, je reviens sur cette salle de bain. Nous avions une dispersion des traces qui permettait de localiser la source de sang déjà devant la machine à laver à une hauteur inférieure au hublot. Ensuite, la répartition, la distribution générale des traces de sang permettait de dire bah, l'agresseur ne pouvait être que sur la source de sang, que sur la source de sang. Le côté, il aurait lui-même un obstacle en trace de sang, et donc j'aurais obtenu non plus un angle limite, mais un vide, une zone d'interruption, une absence de traces de sang, parce que le corps de l'agresseur faisant obstacle là. Comme je n'en avais aucune, la seule position possible pour l'agresseur était de se trouver à cheval sur sa victime au moment où cette victime était au sol et que lui l'a frappé au niveau de la tête, parce que les constatations médico-légales m'ont montré que les plaies se trouvaient toutes localisées au niveau de la tête. Donc, vous voyez, moi, j'ai complètement mis de côté tout ce qui est trigo pour me concentrer sur d'abord la forme des traces, la distribution des traces. Quand je parle des traces, je parle de traces qui sont toutes millimétriques, qui sont soit ovoïdes, soit circulaires. Leur distribution, parce qu'il fallait qu'elles soient convergentes, et vous verrez que lorsque vous avez des traces ovoïdes millimétriques qui sont convergentes, lorsque vous étudiez cette convergence, fort étonnamment, vous arrivez sur les traces circulaires. Je rappelle que les traces circulaires, c'est celles qui ont impacté à 90 degrés. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles soient dans la zone de convergence. Et après, j'étudie leur dispersion générale. Et leur dispersion générale me permettent assez facilement, rapidement et précisément, parce qu'on est souvent dans un cube d'une arête de dizaines de centimètres, voire 15 centimètres au plus, ce qui nous permet de dire si la personne est au sol ou si elle est debout. Les positions entre au sol et debout, malheureusement, peuvent correspondre à plusieurs positions. On a eu le cas encore récemment où la personne, quand on regardait, elle pouvait très bien être assise au sol, à genoux au sol ou assise sur une chaise. Donc là, malheureusement, les positions intermédiaires peuvent correspondre à plusieurs postures de la victime au moment des projections sanglantes. Mais voilà la méthode que je fais, que j'utilise pour déterminer la position de la source de sang au moment où elle subit des blessures. En ce qui concerne l'agresseur, là je l'ai indiqué tout à l'heure, quand je parle de distribution, là j'ai fait une erreur, ce n'est pas distribution générale, c'est dispersion générale des traces de sang. Là j'ai commis une erreur sur ma parenthèse. Cette dispersion générale me permet de voir où peut être l'agresseur, quelles sont les positions que l'on doit éliminer. Ensuite, lorsque les coups sont donnés non pas face à la victime, mais plutôt sur le côté, vous n'allez pas avoir une distribution générale des traces, vous n'allez pas avoir une distribution en soleil des traces. Elles vont souvent faire des faisceaux, des cônes qui vont nous permettre de dire le coup a été donné de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais là, il faut quand même pas mal d'années d'expérience pour arriver à discerner cela. Donc, autant placer la victime me semble assez facile par rapport aux angles limites, autant placer l'agresseur où il faut avoir de la chance et avoir une répartition des traces qui permettent vraiment de tout de suite cibler, ou avoir pas mal d'expérience pour éliminer un ensemble de positions pour en arriver aux seules positions que peut avoir l'agresseur. Mais là, voilà, la position de l'agresseur est plus difficile. On va avoir plus de facilité à donner le sens du coup, plutôt que dire l'agresseur est obligatoirement à cet endroit-là. Là, quand j'en arrive là, j'ai fini tout ce qui est la partie, ce que j'appelle étude de traces de sang, tout ce qui est vraiment l'étude des traces de sang. Là, je peux en fin de compte conclure et dire, voilà, mes analyses brutes me permettent de dire cela. C'est en fin de compte, les traces de sang me permettent de dire cela à l'exclusion de toute autre information. Pourquoi la trace existe? Je peux répondre à cette question parce que l'ensemble des critères me permet d'arriver à ce que j'appelais un modèle de traces de sang. Et le modèle de traces de sang, sa définition, c'est le mécanisme de création. Donc, dès lors que j'ai identifié le modèle, j'ai le mécanisme de création. La localisation des sources de sang que je viens de vous indiquer. Les chronologies qu'on n'a pas abordées, les chronologies, c'est juste des interactions entre les traces. Vous allez avoir les traces qui se recouvrent en partie. Dès lors qu'elles se recouvrent en partie, celle qui est la première, celle qui est collée au support est la plus ancienne, et celle qui la recouvre en partie est plus récente. Tout en ayant comme en tête que ce n'est pas parce que vous avez une chronologie que l'une suit immédiatement la deuxième. Il peut y avoir un laps de temps entre les deux, mais en tout cas, on est sûr que l'une s'est passée avant l'autre. Lorsqu'on a fini ce que j'appelle les analyses brutes, on peut envisager des analyses spécifiques. L'analyse spécifique, elles arrivent que si nous avons d'autres informations que les traces de sang. Je l'indiquais lorsque je parlais de
de la définition des traces de sang et que je vous indiquais, nous, on va localiser la plaie, la source de sang. Si j'ai la localisation des sources de sang sur la victime, ben, je pourrais localiser au moins la victime, voire d'autres protagonistes. Donc, tout l'intérêt d'avoir le rapport d'autopsie. Quand je dis les traces par rapport aux les plaies constatées, ben on regarde les traces, elles nous montrent qu'il y a des percussions dans cette zone. Or, lorsqu'on va sur le rapport d'autopsie, il y a une plaie balistique. Ah, ben peut-être que la plaie balistique n'a pas été causée ici et que la zone que nous sommes en train de montrer, c'est d'autres faits qu'a peut-être subi la même victime ou qu'a peut-être subi celui qui va être l'agresseur et qui va utiliser l'arme à feu par la suite. Donc, tout l'intérêt de vérifier si les traces sont compatibles avec les plaies qui ont été identifiées lors du rapport d'autopsie. Après, des traces non liées aux faits, ben là, ça va être les constatations initiales, parce que ben, lorsque les personnes de la PTS, les techniciens de la PTS vont faire leur constatation, ils vont altérer des traces, voire en créer, mais ça c'est évident, puisqu'ils vont travailler dans les lieux. Et ils vont le rapporter, ces manipulations, ces interventions, ils vont les rapporter dans un PV. Et ce PV va permettre de nous dire que la trace de pas qu'on est en train de suivre depuis un moment et qui nous semblait importante, oui, mais non, c'est une des personnes qui est intervenue en premier, qui a vu le corps, qui a été voir si la personne était vivante et constatant que la personne est décédée, s'est reculée et a créé ces traces. Donc tout l'intérêt d'éliminer des traces qui vont dire non, celles-ci ne sont pas liées aux faits, comme l'indique tel PV, on sait qu'on peut les exclure. Donc voilà, on passe d'analyse brute uniquement les données résultant des traces de sang aux analyses spécifiques en ajoutant essentiellement les constatations initiales, les rapports d'autopsie. Et alors là, c'est peut-être typiquement français, mais en France, les rapports d'analyse génétique, je les ai rarement au moment où moi j'interviens, donc je suis obligé de poser une hypothèse et je n'ai pas encore les résultats d'ADN. L'hypothèse que je pose, c'est que les traces de sang, les traces rougeâtres que je suis en train d'étudier sont toutes du sang humain et elles appartiennent toutes à une seule victime. Si les analyses ADN allaient dans un autre sens, je demande qu'on me donne ces conclusions génétiques pour que je puisse revoir mes conclusions, pour les rapporter à chacun des profils. Mais comme toute technique, nous avons nos limites. Tout d'abord, le support. Nous sommes en train d'étudier des critères morphologiques. C'est bien gentil, mais si le support est bien lisse, comme peut l'être du verre, mais du carrelage, vous allez avoir une trace bien circulaire. Et si vous faites exactement le même mécanisme de création, mais sur du bois brut, voilà ce que vous obtenez. Donc l'aspect circulaire commence déjà à être un peu plus aléatoire. Ou alors, lorsque vous laissez tomber une goutte, donc le même mécanisme de création sur une épaule, on s'attend à trouver une trace circulaire, et que malheureusement, vous le faites sur un vêtement qui est composé de plusieurs matières très différentes, absorbantes ou non absorbantes, et créer alors une trace qui n'a rien à voir. Ou alors exactement le même mécanisme, mais sur du papier craft. Donc, vous voyez que le support va être une source d'altération des traces de sang. On l'a tous en tête, imaginez, vous êtes en train de perdre du sang au-dessus d'une table, vous allez avoir une belle trace circulaire. Vous allez être exactement dans la même situation, mais à l'extérieur, au-dessus du gravier. Ce sera plus difficile à identifier sur du gravier. Donc, vous voyez, donc le support, la rugosité du support et la porosité du support vont être des éléments qui vont réduire nos capacités d'identifier les traces de sang et donc de déterminer ce qui a pu se dérouler. Une autre situation qui est beaucoup plus rare, mais qui, là, c'est un cas réel auquel j'étais confronté, et là, en ce moment, je suis en train de finaliser un dossier dans le cas où c'est arrivé également, où les constatations étaient menées alors que le sang n'était pas sec, où on était encore sur des faits qui étaient extrêmement récents, et le sang était extrêmement liquide. Là, c'est un dossier police, je le précise, parce que la police en France a l'habitude, je prends même l'obligation, en tout cas un réflexe, dès qu'elle rentre dans des lieux, de faire un ensemble de clichés photos qui ne sont pas là pour réaliser les constatations, mais qui sont là pour s'assurer, voilà, je suis arrivé, c'était comme ça. C'est un réflexe qu'ils ont. Et bien leur a appris dans ce cas précis, parce qu'ils sont arrivés, il y avait quand même 3 personnes au tapis dans cette salle de bain, et ils ont pris les photos, d'autres personnes sont intervenues sur les corps pour bien sûr vérifier si elles étaient décédées ou voir si elles pouvaient avoir des secours et donc les sauver. Et bien leur a pris parce qu'il y avait une des personnes qui était vivante. Mais regardez, entre les premières photos, vous voyez l'entrée telle qu'ils l'ont trouvée et l'entrée au moment où ils ont fait leur constatation. Donc il y a d'énormes modifications qui sont bien évidentes, et tant mieux qu'ils les aient fait parce que le mieux c'est quand même de secourir les gens.
et donc de les sauver quand c'est possible. Mais du coup, il y a toute une altération qu'il faut prendre en compte. Et là, en l'occurrence, on a pu se rattraper sur les clichés de secours, je crois qu'ils appellent, qu'ils font dès qu'ils rentrent sur les lieux. Et ça a sauvé la scène, en l'occurrence. Donc, c'est un très bon réflexe et qu'il faut faire attention parce que le sang liquide, c'est vraiment une grande limite dans notre technique, mais c'est tellement rare qu'on n'a peut-être pas le meilleur réflexe quand on est face à cette situation. Donc voilà pour moi les principales limites de la technique. Maintenant, on arrive avec, j'ai exposé l'ensemble des techniques que j'employais. Maintenant, j'aborde un peu le procès pénal, ou en tout cas quand on va utiliser cette discipline. Je dis tout le temps, on n'a pas attendu la création, le développement de la morpho-analyse des traces de sang pour réussir à résoudre des crimes de sang. Les enquêteurs font suffisamment bien leur travail pour parfois se passer de la morpho-analyse pour résoudre des crimes de sang. Ça s'est fait pendant des années et ça peut encore se faire. Ce qui veut dire que la morpho-analyse pour moi, n'est pas indispensable sur chaque crime de sang. La morpho-analyse va prendre son intérêt, son épaisseur, lorsque l'enquêteur, lorsque les techniciens, lorsque le système d'enquête va se poser la question « pourquoi j'ai une trace de sang à cet endroit-là » J'ai un corps, j'ai les traces de sang qui sont autour, ça me semble, vu mon expérience d'enquêteur, je vois à peu près ce qui s'est passé, mais alors pourquoi j'en ai dans l'autre pièce, au plafond, à tel endroit? Ça, dès lors qu'on se pose la question, pourquoi j'ai cette foutue trace à cet endroit-là, là, la morpho-analyse est là pour répondre à cette question et donc vous enlevez cette question. Ou alors, vous avez plusieurs personnes et chacun dit c'est pas moi, c'est l'autre. Ou alors, il y en a un qui dit moi, j'ai juste porté secours. Donc là, vous êtes face à des traces de sang supportées par une personne et une déclaration qui peut vous paraître suspecte. Le morpho-analyste est là pour voir si les déclarations de la personne en question sont compatibles avec les traces de sang qu'il souille. On m'a encore relancé à Marseille et j'aime beaucoup les challenges. Ils m'en ont encore fait un récemment en flagrance, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est bien sûr une scène, on a une victime qui a bien saigné, mais on a des informations laissant penser que l'agresseur a également saigné. Et peux-tu voir s'il y a des traces de sang qui correspondent à l'agresseur? Donc ça, c'est aussi quelque chose que peut faire le morpho-analyste. Et de façon plus générale, le morpho-analyste est, je pense, bien utile pour choisir les traces de sang utiles pour une analyse génétique, plutôt que faire un choix par le technicien. Il peut être fort de toute son expérience. S'il a des connaissances en morpho, ça va être encore mieux. Après, donc, la morpho-analyse, elle est utile quand vous vous posez la question pourquoi j'ai les traces de sang? Pourquoi elle est là? Dès que le système d'enquête se pose la question, voilà. Ou alors, j'ai du sang partout et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Ça m'est déjà arrivé de travailler sur des scènes où il y avait du sang partout et il n'y avait pas de victime. Donc, que s'est-il passé? Donc là, voilà, dès que le système d'enquête se pose la question qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qui peut expliquer les traces de sang que je suis en train de regarder, le morpho-analyse peut arriver. Et de toute façon, la PTS, quel que soit le pays, fait déjà des photos, donc documente les lieux. Donc, même si on n'appelle pas une morpho tout de suite, on pourra l'appeler par la suite parce qu'il y a une base documentaire qui a été réalisée. Et en France, on a la chance en plus qu'on peut garder les maisons sous scellés pas mal de temps, donc on pourra réintervenir sur le lieu par la suite. Donc, il n'y a pas une urgence absolue. Elle est à réfléchir ou à discuter entre les enquêteurs, qui sont les demandeurs, avec les magistrats, et le morpho-analyste. Ensuite, on peut travailler sur quoi? Sur photo, bien sûr, parce qu'il y a cette documentation. Mais le problème des photos, c'est que déjà, elles vous présentent des lieux qui sont en 3 dimensions, mais ils vous présentent une 2D. Donc, des fois, on a des problèmes de proportion qu'il est difficile de gérer. Donc, voilà, on peut avoir cette première problématique. Ensuite, les photos, est-ce qu'elles vous présentent la totalité des traces de sang? En l'occurrence, quand je vous présente la salle de bain de tout à l'heure, je n'avais pas. Il a fallu que je me rende sur les lieux uniquement pour regarder le mur qui est entre la porte et la baignoire. Donc, il me manquait ces photos-là, présentant des traces de sang. Ou alors, j'ai des photos de certains modèles, mais le modèle comprenant, quand je vous ai montré les modèles complexes, ça représente plusieurs types de traces de sang, je n'ai qu'une partie du modèle, je n'ai pas la suite. Donc, les photos présentent de nombreuses limites. Par contre, moi, dans ma méthode de travail, avant de me rendre sur les lieux, même quand c'est en flagrance, donc même quand c'est dans l'événement, j'étudie des fois devant la porte les photos qui ont été faites par les techniciens. Pourquoi? Parce que ces photos me présentent les lieux tels qu'ils ont été découverts avant toute intervention. Donc pour moi, je n'interviens jamais sur un lieu sans avoir au préalable regardé et déjà fait une première étude sur les photos.
Ensuite, si possible, si la scène existe encore, je vais sur les lieux. Et là, sur les lieux, ben, il faut déjà que les lieux soient conservés et qu'ils puissent permettre la conservation. Quand c'est à l'extérieur, tout de suite, c'est plus possible. Après, le problème des lieux, ben, entre le moment de la découverte des faits et notre intervention, il y a pu avoir des actions. Il y a déjà la PTS à travailler, mais il peut y avoir des perquisitions qui rendent les lieux ben, déjà très, très différents du moment des découvertes. Donc, c'est une problématique. Mais au moins, on a les lieux et on peut se rendre compte des proportions. Et ensuite, qu'on va sur les lieux, ben, on va pouvoir vérifier si les photos que nous avons documentent la totalité des traces de sang qui s'y trouvent. Et ça prend toute son importance parce que moi, je vous rappelle, mon hypothèse, c'est de dire que les traces rougeâtres que je suis en train d'étudier, ce sont toutes du sang humain et du sang appartenant à une seule et même victime. Si j'arrive sur les lieux et que je trouve des traces qui n'ont pas été sur les photos, et ça je le saurais parce que j'ai vu les photos auparavant, ben j'ai tout de suite comme réflexe de me dire « Ah, cette trace-là, elle n'est pas sur les photos, donc elle n'a pas fait l'objet d'un prélèvement. Donc obligatoirement, il faudra faire des prélèvements supplémentaires. » Donc il y a vraiment pour moi une fluidité à d'abord travailler sur les photos et ensuite à se rendre sur les lieux pour finir le travail de morpho-analyse. Ce qui fait que lorsque moi j'interviens sur les lieux, comme je l'indiquais, je vais d'abord faire une pré-intervention. C'est ce que je vous expliquais à travers les clichés des constatations. C'est régulièrement, oui, en région marseillaise ou en région du Sud, voire même en région parisienne, on m'appelle pour intervenir dans ce que nous appelons, nous, la flagrance, c'est-à-dire dans l'événement tout de suite. Donc là, ce que je fais, c'est que je leur demande les photos et je regarde d'abord les photos. Alors, ils ont les photos qui sont imprimées, c'est une chose qui existe, qui va être le procès-verbal, le rapport technique, mais les photos sont imprimées, donc on ne peut pas les zoomer dans les photos, on perd de qualité. Donc, je demande d'avoir accès aux clichés tels qu'ils sont sortis de l'appareil, ce que j'appelle les fichiers bruts. Et il n'y a pas trop de difficultés pour les obtenir. Et là, avec les appareils photo qui existent maintenant, on peut vraiment zoomer et avoir des détails qui sont fort intéressants et qui nous aident beaucoup pour identifier les traces de sang. Donc, une analyse en pré-intervention sur des photos, mais sur des fichiers informatiques. Je peux avoir besoin de procès-verbaux, mais les procès-verbaux, bah, c'est le procès-verbal de constatation qui montre les actions qu'ont menées les personnes qui ont réalisé les constatations. Je peux avoir besoin d'auditions, mais ce n'est pas les auditions des suspects, des mises en cause, des mises en examen, non. C'est les auditions de ceux qui sont intervenus avant les services de police ou de gendarmerie. Ça va être l'inventeur, celui qui a trouvé la personne. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a déplacé des choses? Est-ce qu'il a déplacé le corps? Qu'a-t-il fait dans les lieux qu'ont pu altérer, modifier, créer des traces de sang? Ensuite, j'ai aussi besoin des auditions des secours si elles existent. Ça a été dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a sur la différence entre des percussions et l'action des secours? D'où l'intérêt d'avoir accès à ces auditions. Donc j'ai besoin de tout ce qui peut expliquer pourquoi la scène a été découverte telle qu'elle a été découverte et telle qu'elle a été photographiée par les techniciens. Ensuite, et seulement ensuite, je me rends sur les lieux. Quand j'ai seulement ensuite, lorsqu'on m'appelle et qu'on me demande d'intervenir, on va dire on intervient dans 1 heure, on doit être sur les lieux. Souvent, ils viennent me chercher et on y va. Et soit dans la voiture, et ça se finit devant les lieux d'investigation, je suis en train d'étudier les photos avant de me rendre sur les lieux. Donc, ça peut prendre un jour ou ça peut prendre une demi-heure avant d'intervenir. Mais la rapidité d'intervention n'exclut pas cette pré-intervention. Ensuite, on intervient sur les lieux. On intervient, nous, toujours à deux, et on va prendre nos notes, on va voir, on va discuter avec les enquêteurs et les techniciens pour connaître les modifications qui ont été apportées au lieu entre le moment de leur intervention et la nôtre. Le temps après, avec des petits points derrière, c'est notre temps d'intervention. Le temps d'intervention, il est rarement inférieur à 2 heures et il va être rarement plus qu'une demi-journée. Et en plus, pour ceux qui me connaissent, je suis extrêmement bavard. Donc moi-même, je prends beaucoup de temps. Je discute beaucoup. Mais voilà, ayant fait cette pré-intervention, ça limite vraiment notre temps d'intervention sur les lieux. Je rappelle qu'on intervient en expertise. Donc je ne viens pas en constatation. Je ne viens pas constater qu'il y a des traces sur le mur. Ça, c'est la PTS qui l'a fait. Moi, je viens analyser les traces qui sont sur le mur. Donc on ne peut pas, si les personnes qui ont mené la PTS sur les traces de sang ont fait 3 jours de constatation, c'est tout à fait normal si c'est fortement ensanglanté. Moi, si eux ont passé 3 jours, ils ont certainement fait des super constatations. Donc moi, mon temps sur place, il va être extrêmement réduit. Je vais peut-être passer que 2 heures sur place.
Qu'est-ce que je fais quand je suis sur place? Ben, je vais déjà vérifier si toutes les traces que je vois ont été constatées. Si ce n'est pas le cas, ben, je vais, moi, les constater, dire, ben voilà, j'ai des traces à cet endroit-là, et obligatoirement, je vous l'indiquer, avoir comme réflexe prélèvement pour vérifier si c'est du sang, pour faire un test génétique. Je vais aussi, moi, au lieu d'utiliser les cavaliers, définir des sites. Vous verrez, je définis toujours du site 1 à site N, qui vont être des sites qui vont m'être utiles pour déterminer essentiellement l'effet de sanglance, l'effet sanglant, l'effet de violence, pardon. Là, j'ai fait un mix entre sanglant et violence. C'est surtout sur ça que je vais bosser. Le reste, ça va être essentiellement à travers les photos. Si j'étudie essentiellement les phénomènes de violence, ben ça va me permettre de déterminer le nombre de coups. Ça, il faut que j'aille sur les lieux. Les photos ne permettent jamais de déterminer le nombre de coups. Il y a des convergences à faire, des études globales qui sont à faire, qui ne sont pas possibles que sur photo. Quand je fais le nombre de coups, je vais calculer les hauteurs de chacun de ces coups. Voilà ce que je peux être mené à faire. Lorsque je trouve des traces qui sont un peu bizarres, qui pourraient être du sang, mais peut-être pas du sang, j'ai mené des tests immunochromatographiques qui vont permettre de m'assurer que c'est du sang humain. Voilà, ça permet de limiter des fois les traces à ce qui est a priori du sang et éliminer ce qui est en fin de compte une trace de peinture. Ensuite, et je vous l'indiquais, si les traces me laissent suspecter un nettoyage ou en tout cas l'ajout d'eau, je vais mener une détection. Tout ça dans le temps de mon intervention, qui se fait quand on me le demande. Voilà ce que je pouvais dire sur la méthode que j'emploie. Je vois qu'il est déjà 15h30, comme quoi j'ai beaucoup parlé, pardon. Et là maintenant, j'ai quelques cas réels à vous présenter pour essayer d'imager un peu la méthode que je viens de vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce cas-là, où je le présente avec très peu de photos parce qu'il est trop récent pour que je présente plus de photos. Et là, la question était, d'accord, on a plusieurs sources de sang sur les lieux, je voudrais que tu puisses identifier les plusieurs sources de sang parce qu'une source, c'est notre victime, mais une autre source, c'est potentiellement un agresseur. Donc, il serait utile que l'on puisse différencier les traces de sang. Et là, on était au pied d'une fenêtre, et au pied d'une fenêtre, vous avez tout un ensemble de traces circulaires qui se différencient essentiellement, qui se différencient que par leur taille. Vous avez des traces qui sont extrêmement fines, en deçà du millimètre, inframillimétriques, et certaines qui sont de l'ordre du centimètre. Donc, on est vraiment sur des traces qui sont 10 fois plus importantes, à l'échelle de taille de 10. Les 7E, inframillimétriques, armes à feu. Donc là, il y avait un emploi d'armes à feu qui a au moins provoqué ces projections-là. Vous aviez des traces qui étaient plus importantes, qui étaient de l'ordre de quelques millimètres, comme la 7D qui est ici, Là, ce sont des traces qui peuvent être dues à des gestes brusques, à des percussions, à des mouvements brusques. Il y a un peu de violence, mais ce n'est pas obligatoirement une action violente. Ça peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez mon 7C qui est retourné, mais qui présente des traces qui sont un peu plus épaisses. Là, on commence à être limite entre est-ce que c'est encore des traces liées à l'action d'une force supplémentaire à la pesanteur ou simplement à la pesanteur. On est un peu entre les deux. Ensuite, vous aviez des traces un peu plus grandes, où là, on est typiquement dans l'action de la pesanteur, ce qu'on appelle des traces passives, mais qui font des traces, on en a retrouvé beaucoup, plusieurs qui avaient cette taille-là. Et ensuite, des traces encore plus importantes. Là, il faut voir l'application, ce que j'appelle moi la loi de Tate, qui dit que selon la taille de la source de sang, vous allez avoir des traces qui vont être plus ou moins grandes. Alors, la loi de Tate existe dès lors qu'on a une hauteur qui est constante. Les puristes vont me dire, bah oui, mais si on change la hauteur, vous aurez aussi une différence de taille. C'est vrai, mais souvent dans des faits sanglants, on n'est pas en laboratoire et la hauteur varie peu. Les actions violentes, là on a une série d'actions violentes, c'est souvent la même hauteur. Les différences de hauteur, on les a en laboratoire. Elles existent aussi dans des cas réels, mais elles sont quand même plus rares. Donc quand on a sur une même zone des traces de taille différentes, elles sont souvent dues à des sources différentes. Et cette taille-là, qui est la plus importante, pour moi, elle est assez typique de la cohésion de surface, des forces qui permettent à un liquide, au sang en l'occurrence, de rester accroché sur de la peau humaine. Donc là, pour moi, c'était quelqu'un qui avait du sang sur lui, soit ensanglanté par la victime, soit la victime elle-même. À côté, plus petite, je me suis dit, ça, c'est plutôt, je les mettrais plutôt avec un objet qui est non poreux, qui est ensanglanté. Un objet vulnérant, par exemple.
Et c'est ce qu'il suspectait. Donc, j'ai fait prélever cette trace-là. Je me dis, ça, c'est peut-être pas la victime. C'est peut-être l'objet vulnérant, ensanglanté, donc il vient juste d'agir, on le ressort de la victime et ça crée cette trace-là. J'en ai prélevé, je crois, 6 sur la zone. Et sur les 6, 3, parce qu'il y a eu différents, il y a eu CEM6, 7B et puis d'autres endroits. Et j'ai eu la chance que j'ai eu 50% qui ont donné un profil génétique qui n'était pas celui de la victime. Et même s'il n'est pas connu aujourd'hui, il est dans le FNAEG et je pense que les enquêteurs ne vont pas tarder à attraper le propriétaire de ce profil génétique. Ensuite, la morpho-analyse, là c'était la morpho-analyse pour l'ADN. Ensuite, la morpho-analyse, c'est son rôle principal, c'est de déterminer les faits. Voilà, c'est vraiment, on est là pour ça. Dites-moi ce qui s'est passé, dites-moi ce qui peut expliquer les traces de sang que vous voyez ici souiller ce lit. Expliquez pourquoi il y a des traces de sang dans cette pièce, expliquez pourquoi le corps est là avec tout un ensemble de traces de sang qui est autour. En dessous, vous voyez la conclusion de la morpho-analyse. Là, en l'occurrence, vous aviez à proximité une altère qui était fortement ensanglantée, qui ont permis de dire que grâce aux convergences des traces qui se trouvaient sur la tête de lit et sur le mur d'appui de la tête de lit, que la victime se trouvait à cet endroit-là lorsqu'elle a été frappée, un autre coup alors qu'elle sera plus bas. Et pourquoi dans cette position-là? Parce qu'avant de subir l'altère, elle a subi un couteau. Et qu'elle est arrivée dans cette chambre fortement ensanglantée et le sang se continuait sur la tranche et expliquait pourquoi elle n'était pas sur le lit mais dans cette position-là. Là, en l'occurrence, dans cette pièce, vous aviez tout un ensemble de traces qui montraient juste le déplacement de la victime qui est représenté par la silhouette que vous voyez ici au fond. Enfin, dans ce coin toilette qui est à l'intérieur d'un bar, vous aviez une victime qui est le cafetier, qui a été retrouvé au sol avec énormément de sang autour et l'étude de l'ensemble des traces a permis de dire qu'il avait subi à cet endroit des coups de couteau qui avaient été donnés de cette façon par un agresseur qui se trouvait ici. Je ne présente pas plus de photos parce que j'essaye de faire, je n'ai pas le terme actuel, mais essaye de faire un teasing, je ne sais pas en tout cas, d'essayer de faire la pub pour j'espère, notre prochain webinaire qui sera sur ce que vous êtes en train de voir là, ce qu'on appelle, nous, Crime 3.0. C'est une modélisation qu'on a mis au point ici et qui permet, à travers les photos de constatation et nos photos à nous, de réaliser une modélisation en 3 dimensions de n'importe quel lieu, parce que ça peut aller d'une aire d'autoroute à un aéroport et par des maisons, et là je parle que de cas que nous avons traités, et qui permettent de se déplacer à l'intérieur en toute liberté. Vous voyez, en France, en tout cas, en gendarmerie et en police, vous entendez parler des systèmes Faro et des systèmes Leica, qui sont des laser scanners qui vous permettent de faire des stations en différents endroits, mais après, vous devez vous déplacer. Vous ne vous déplacez pas dans les lieux, vous vous translatez d'un lieu de station à un autre. Ça, j'en voulais pas. Et du coup, on a mis au point un autre type de modélisation qui, lui, nous permet de nous déplacer comme on veut. On n'a aucun point fixe. On fait ce qu'on veut dans la scène. On peut même monter sur les meubles si on veut, se baisser. On est vraiment comme on souhaite, comme on souhaite. Et en plus, nous présentons les lieux. Vous voyez, il y a tout un ensemble de boutons. Scène, c'est les lieux sans qu'il y ait aucune trace de sang, parce que ce type de modélisation permet aussi de faire de la réalité virtuelle et donc de placer toute personne qui le souhaite, et que le magistrat souhaite que ce soit ainsi, le placer dans les lieux virtuels que nous avons recréés. Donc il se retrouve grâce aux lunettes virtuelles dans les lieux, il doit nous expliquer ce qu'il a pu faire et nous on regarde ça sur des écrans. Voilà, ça, ce sera la prochaine, la modélisation Crime 3.0 sera le prochain webinaire si on a la chance à survivre à celui-là. Un troisième cas que je voulais vous présenter, il n'en reste plus que 2, celui-ci puis un autre, où c'est l'importance des scellés. On est sur une affaire qui est très ancienne, où on a des faits de violence qui sont réalisés dans une maison où habitent 3 marginaux. Les 3 marginaux sont dans les lieux, ont invité un 4e qui avait un peu d'argent et qui du coup a acheté un peu de boisson, mais certainement pas suffisamment pour un des 3 locataires, 3 habitants des lieux, et ce locataire va lui expliquer à l'aide d'un pied de table. J'essaye de prendre un peu d'humour, mais c'est on ne peut plus sinistre ce qui s'est déroulé à cet endroit-là. Et celui qui a utilisé le pied de table va être retrouvé dans la rue de la ville un peu plus tard, fortement ensanglanté, et va donner comme explication aux enquêteurs quand j'ai bu, je suis extrêmement violent. Oui, là, il avait été extrêmement violent, quelqu'un est décédé de ses gestes. Un autre des habitants est connu à plus de 20 condamnations à son casier concernant des actes de violence. Et là ses déclarations, c'est oui, j'étais présent. Ah oui, j'étais présent, mais je n'ai jamais frappé la victime. Comment ça?
Vous êtes ensanglanté? Oui, oui, je suis ensanglanté parce que j'étais présent, je suis sorti, j'ai fumé une cigarette et en revenant, j'ai regardé mon copain en train de le tabasser, mais je n'ai pas participé aux actes de violence. Ça a étonné un peu tout le monde vu les condamnations dont il avait déjà fait l'objet et on m'a demandé d'étudier les vêtements qu'il portait, et en l'occurrence son jean, c'est ce que vous voyez au-dessus. Et le jean représentait tout un ensemble de traces millimétriques, circulaires, ovoïdes, qui souillaient la zone entre le genou et le pied, mais de façon très disparate, il n'y avait aucune distribution. J'ai retrouvé à peu près la même dissémination sur cette façade qui se trouve être la façade du meuble cuisine qu'on aperçoit tout juste dans cet angle ici à l'extrême gauche. Ce qui m'a permis de conclure que déjà les traces n'étaient en aucun cas le résultat d'une action violente à l'aide du pied, mais certainement l'action qu'il déclarait, c'est-à-dire juste sa présence, et lorsqu'il était présent, l'autre frappant, les coups étant des percussions, ont projeté du sang, et il a été souillé de cette façon-là, sans pour cela avoir participé. Donc, d'où l'importance en tout cas, d'écouter la personne et de vérifier ses déclarations, et là, la morpho a permis de le faire. Et je voulais finir par ce cas-là, qui est un cold case marseillais, c'est écrit, hein, c'est une église. Dans cette église a été retrouvée, on m'a demandé de travailler sur ces faits 10 ans après, et a été retrouvée une victime qui se trouve à ce qu'on appelle le badaud, celui qui s'occupe de l'église. Et son bureau est ici, et on l'a retrouvé décédé à côté de ce bureau, avec de nombreuses blessures piquantes. Les traces de sang se disséminent autour du corps, ensuite dans la partie de la nef la plus proche de la porte, et ensuite dans le sas. Et après, à l'extérieur, il y avait une voiture qui portait même une main ensanglantée dessus. Le système d'enquête, l'hypothèse des enquêteurs était que la personne avait été agressée à l'extérieur et avait cheminé, s'était appuyée sur la voiture et ensuite était rentrée pour malheureusement décéder à proximité du lieu de travail, et à l'endroit où il a été découvert. Lorsqu'on me demande de travailler dessus, les traces de sang vont plutôt me dire que l'ensemble des faits de violence commis sur cet individu sont passés dans la zone où il a été trouvé, à proximité du lieu qu'il occupait pour travailler. Et que les traces que l'on trouve par la suite, c'est quelqu'un qui porte du sang sur lui, qui est sorti des lieux et qui est donc sorti des lieux ensanglanté. La particularité de ces traces, c'est qu'elles étaient toujours espacées d'à peu près la même distance. Et là, cet espacement qui est régulier m'a permis d'aller dans le sens que la personne sortante n'était pas ensanglantée du sang de la victime, mais était elle-même blessée. Si elle avait été ensanglantée du sang de la victime, les traces auraient été en s'écartant, en s'éloignant les unes des autres. Là, la distribution avec une distance toujours régulière entre les traces faisait dire la source est toujours alimentée. Donc là, on est face à une personne blessée qui sort. Et ça a un peu choqué. J'ai dit, c'est facile à vérifier. De toute façon, il faut faire un ADN. Et cet ADN, pour moi, ne sera pas l'ADN de la victime. Alors déjà, premier miracle, est-ce que c'est parce que c'était une église, mais on a retrouvé le scellé dans les scellés du tribunal de Marseille, et l'analyse qui a été menée a permis de retrouver un ADN qui n'était pas celui de la victime. Et je me suis dit, parce que ça pourrait être quelqu'un qui est venu, qui a découvert le corps et qui s'est blessé, qui est parti. J'ai pour s'assurer de bloquer ce profil génétique à la scène, il faudrait peut-être aussi faire le couteau et aller dans le manche du couteau pour voir s'il n'y a pas l'ADN de cette personne blessée. Et on a retrouvé le couteau, le manche a été démonté et le profil des gouttes de sang a été trouvé en mélange avec celui de la victime. Malheureusement, la personne n'est pas connue du FNAEC, son profil tourne dans le fichier national des empreintes génétiques français et a déjà été relié à d'autres faits qui se passent dans d'autres régions de France. Et un jour ou l'autre, il sera attrapé, parce que quand même les enquêteurs font leur taf. Il va être attrapé et on pourra le relier à ce fait qui date quand même du tout début des années 2000. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur la morpho-analyse des traces de sang, qui pour moi est une discipline qui maintenant au moins 20 ans sur le territoire français, mais qui peut être tout à fait employée. On a tendance à l'employer majoritairement dans le temps de l'instruction, c'est-à-dire pas immédiatement après les faits, mais avec un délai qui peut être même de plusieurs années après le début de l'enquête. Mais pour le faire maintenant régulièrement, on peut tout à fait l'utiliser également immédiatement dès que les faits sont découverts. Et moi, j'interviens régulièrement dans les cas de flagrance en rendant mes rapports dans le temps de la flagrance également. Donc ça, c'est juste une organisation et on arrive à la tenir. Pour faire quoi? Pour déterminer le déroulement des faits, pour déterminer quand vous avez plusieurs actions qui sont visibles dans les lieux, que s'est-il passé dans chacun de ces endroits.
déterminer, lorsqu'on me le demande, quelles sont les meilleures traces pour faire une analyse génétique. Si une hypothèse est déjà favorisée par les enquêteurs, je ne demande pas, vous la gardez pour vous, je détermine ce qui s'est passé, je regarde les traces et ensuite nous discuterons et donc vérifier si leur hypothèse est la bonne et dans ce cas-là, ils continuent dessus. S'ils ont en garde à vue des personnes qui expliquent certaines choses, vérifier tout de suite si ces déclarations sont compatibles ou non avec les traces de sang. Et comme vous venez voir dans le dernier cas, quand il y a des enquêtes qui n'avancent plus parce que voilà, elles n'avancent plus, c'est souvent que l'hypothèse de départ n'était pas la bonne, l'hypothèse encore suivie n'est pas la bonne. Et dans ce cas-là, on me demande de faire une morpho quand il y a des traces de sang et ça permet de relancer l'enquête. Voilà moi ce que je pouvais vous dire sur la morpho. J'en ai fini. Je reprends ma respiration. J'ai fini, j'ai utilisé bien plus, bien plus que ce que je pensais. Et je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, aujourd'hui, maintenant c'est le moment. Et je vois j'ai déjà fait tout un ensemble de questions que je vais vous relater sans attendre. On me demande de faire la différence. Y a-t-il une différence de traces de sang sur un corps entre une plaie transfixiante et une plaie non transfixiante? Donc pour moi, plaie transfixiante et non transfixiante, on est déjà dans le cadre d'une arme à feu. Et donc non transfixiante, le projectile est encore dans le corps et transfixiante, le projectile est sorti du corps ou en tout cas de l'organe qu'il a traversé. Oui, vous avez en tout cas dans le cadre d'une arme à feu, vous avez ce qu'on appelle nous les morpho-analyses des rétroprojections et des projections positives qui sont très différentes et qui permettent de trouver, on va dire, l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie sans trop de difficultés. Et donc on arrive assez aisément à faire cette différence. Lors d'une lutte, dire les traces qui appartiennent à différentes personnes, là c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile et je dirais, est-ce que c'est l'expérience qui va parler ou pas? Je pense qu'un morpho vraiment qui s'arrête à la méthodologie va identifier les traces de la même façon et ce ne sera pas l'identification qui va permettre de voir qu'il y a différentes personnes, mais c'est peut-être une dispersion générale des traces qui va dire voilà, c'est bizarre que j'en ai là et que j'en ai à l'autre endroit et dire attention, là c'est les mêmes types de traces, mais leur dispersion sur les supports me laisse un doute et du coup ce serait bien de faire des prélèvements même si ça a l'air d'être les mêmes types de traces. Mais c'est extrêmement difficile lors d'une lutte d'identifier des traces de sang qui sont dues à différentes personnes. Après l'utilisation de Blue Star, une morpho est-elle possible? Alors non. Non, je réponds, je vous ai déjà bouffé 2 heures, donc non. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si on utilise du Blue Star, mais même si on élargit à tous les produits qui permettent une détection de traces de sang latentes, c'est que quelqu'un a nettoyé ces traces de sang. Donc les critères morphologiques ont été dégradés parce que nous avons nettoyé les lieux. Et si on a nettoyé les lieux, les critères morphologiques n'apparaissent plus et du coup, nous ne pouvons plus faire une morpho-analyse, si ce n'est de la façon dont s'est déroulé ce nettoyage, mais en aucun cas pourquoi les traces sont venues souillées. Avez-vous une préconisation concernant une stratégie d'investigation Blue Star noir amido? Le noir amido, c'est un produit qui va vous permettre de bien voir des formes, qui va être quelque chose qui va même jusqu'à vous permettre d'obtenir un dessin digital. Donc du coup, je le mettrai toujours en premier parce que le Blue Star va venir diluer des traces. Et du coup, si vous avez une empreinte même de chaussure, et encore plus si c'est une empreinte digitale, si vous utilisez d'abord le Blue Star, il y a de grandes chances que vous altériez cette trace et donc les critères morphologiques qu'elle peut encore présenter, et du coup perdre tout ce que le noir amido va vous amener. Donc moi, je mettrai en premier le noir amido. Quelle est la différence entre votre méthode et celle américaine? Et en Europe, quelle est la méthode la plus utilisée? Or, je dirais que la méthode la plus utilisée en Europe me semble être la méthode américaine. Bon, il y a certains qui commencent à bifurquer et à aller vers des méthodes qui sont vraiment internes laboratoires, mais on est encore très imprégné par la méthode américaine. Et quelle est la différence entre votre méthode et celle américaine? C'est que la méthode américaine est plutôt basée sur le fait que c'est la common law. Donc, ils ont une application où ils travaillent soit pour le procureur, ou soit pour la défense, et ils ont un œil où ils vont d'abord regarder les hypothèses de travail. Donc eux, ils ont une méthode qui fait qu'ils vont arriver sur les lieux, moi je dirais plutôt en criminalisticien.
Le morpho-analyste, hein, je ne parle pas du technicien, le morpho-analyste va demander à connaître l'ensemble des éléments, même ceux qui ne concernent pas les traces de sang, pour voir si ce qu'on lui présente comme traces de sang concorde ou pas avec l'hypothèse qui lui est soumise. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. L'hypothèse de l'enquêteur, des fois, je ne l'ai même jamais. Je l'ai même jamais. C'est vraiment quelque chose que je ne veux pas connaître tant que je n'ai pas regardé les traces de sang. Donc, moi, je travaille en aveugle, ce qui est extrêmement rare, voire inexistant dans le système américain, même si là, il y a quand même pas mal de tendances à évoluer. Serait-il possible de remplacer les fichiers bruts des fichiers photos par la vidéo HD? Alors, la vidéo est de plus en plus utilisée pour faire les constatations, mais je trouve qu'on ne sommes pas assez bons vidéastes au minimum, et que du coup, la vidéo va vous permettre d'avoir une vision globale et peut-être assez précise quant au volume. Mais par contre, elle va avoir du mal à nous donner des indications très précises sur les traces de sang qu'elle est en train de filmer, parce que la qualité de la vidéo n'est pas la qualité de nos appareils photo. Donc, une vidéo peut être utile pour bien comprendre comment les lieux s'enchaînent, voilà, une visite des lieux. Mais pour l'instant, je trouve que ça ne vaut pas les capacités de nos appareils photo où là, on peut zoomer et avoir des détails hallucinants que je ne retrouve pas dans les vidéos que j'ai eu à connaître. Voilà, donc pour moi, les vidéos, ce n'est pas encore la panacée. Je préfère qu'on travaille sur les photos. Après, vous êtes obligé de passer par Géro pour que j'ai les photos, parce que moi, mon système de conversation ne fonctionne plus, il est bloqué. C'est marrant, j'ai 35 nouveaux messages, mais je n'arrive pas à les voir. Les membres PTS sont-ils spécifiquement formés à la photo de qualité des traces de sang en vue d'une morpho? De façon, alors, je pense que, alors, je vais dire, c'est une question française. Parce que là, j'ai des collègues qui sont belges, j'ai des collègues helvétiques, j'adore le terme helvétique. Et puis d'abord, j'ai lu Astérix chez les Helvètes, donc j'adore les Helvètes. Mais bon, je parle des Français de France, là. En gendarmerie, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, j'ai bossé quand même 18 ans à l'IRCG, entre autres pour la créer, et j'ai développé cette discipline-là. Ça fait que les gendarmes me semblent quand même assez au fait de la morpho-analyse et de ses besoins en photo. Donc la gendarmerie a depuis longtemps, on va dire, une connaissance de la discipline et donc une action des TIC, pour les nommer, qui est assez rigoureuse concernant les prises de traces de sang pour la morpho. En ce qui concerne les techniciens police, ils ont pendant longtemps uniquement leur rigueur, qui existe heureusement et qui fait que leurs photos sont quand même de qualité, même si elles pourraient être encore mieux. Mais ça, de toute façon, ça ne va aller que vers le mieux, parce que déjà, franchement, on a déjà la plupart du temps des photos de haute qualité. Et là, depuis l'été dernier, je crois, il y a une formation qui a au moins été faite une première fois à Écully par des collègues portugais que moi-même j'avais formés il y a déjà des années. Et donc, je pense que les collègues PTS de la police vont être de plus en plus aguerris à ce qui est la prise de photos pour faire une morpho. En plus, je travaille régulièrement avec certains et je n'ai jamais vu un technicien qui ne s'y intéressait pas. Donc, dès lors qu'un technicien, que ce soit police ou gendarmerie, a eu affaire à un morpho-analyste, il est souvent suffisamment curieux pour avoir posé la question et donc s'être amélioré si par hasard ça ne convenait pas au départ. Alors, ce travail est-il possible selon vous? Est-il selon vous compatible à un autre travail PTS en termes d'investissement en temps? Pour moi, non. La PTS, c'est déterminer où sont les traces. C'est voilà, je suis arrivé sur les lieux, voici où sont toutes les traces que je peux percevoir et que je vais référencer sous la forme d'indices et que je vais prendre en photo et voir prélever. Faire la morpho en même temps me semble déjà, effectivement, en tant d'investissement en temps, c'est réalisable, quoi. Déjà, ça va être un temps qui va s'ajouter et qui va multiplier le temps de présence et donc l'absence sur d'autres scènes. Et en plus, pour moi, le technicien qui fait déjà la scène va être pollué par tout un ensemble d'informations venant de tous les autres indices qu'il va trouver. Et du coup, son esprit va être pollué lorsqu'il va se concentrer sur l'analyse morpho. Donc, pour moi, celui qui fait l'analyse celui qui fait l'analyse morphologique des traces de sang ne peut pas trop être celui qui a mené la PTS parce que malheureusement, et on est tous comme ça, il a une telle somme d'informations
que son travail de morpho-analyse risque d'être biaisé par l'ensemble d'informations qu'il a déjà obtenues par son simple travail de PTS. Il semble qu'il n'y ait plus de questions. Moi j'en ai fini. Je ne sais pas si d'autres questions veulent s'ajouter ou alors des commentaires. N'hésitez pas. Peut-on savoir s'il y a plusieurs agresseurs? Oui, pardon, j'avais oublié cette question. Peut-être que je ne voulais pas y répondre. Peut-on savoir s'il y a plusieurs questions? Peut-on savoir s'il y a plusieurs agresseurs? C'est difficile. C'est difficile. Là, j'ai eu le cas, on vient de rendre un rapport où j'ai plusieurs agresseurs, mais ils agissaient de façon alternative, l'un derrière l'autre. Donc, en fait, compte, moi, je n'ai qu'un agresseur. Il s'avère que c'était plusieurs agresseurs, mais n'agissant jamais dans le même temps. Donc, pour moi, j'ai qu'un seul agresseur. Ensuite, lorsque j'ai plusieurs agresseurs agissant dans le même temps, si par exemple l'un tape avec les mains, l'autre avec le pied, ou s'ils n'ont pas une action qui est tout à fait la même, peut-être, et je dis bien que peut-être qu'il sera possible de faire une différence. Si les deux tapent avec les poings sur la personne dans le même temps, il y a peu de chances que je sois capable de dire, voilà, il y a eu obligatoirement plusieurs agresseurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie déjà d'avoir coupé vos micros, mais là, n'hésitez pas à les remettre en route si vous voulez faire un commentaire oral ou me dire quelque chose, parce que là, je l'avoue, me sentir un peu seul depuis bien longtemps. Tout le monde te remercie. Ah ben, moi, je vous remercie d'avoir été là. C'était un peu notre… C'était un peu mon type. Merci. Merci, au revoir. Je vous remercie vraiment de cette confiance par votre présence, parce que là, vous avez tous pris pour votre temps et certains, donc je le répète, sont levés bientôt pour être présents. J'en suis ému et fier que vous soyez tous là, et j'espère que ça a pu vous apporter des informations. Et n'hésitez pas, de toute façon, vous avez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent, à me les poser par mail ou me téléphoner pour me les poser. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Si je n'ai pas d'autres questions, je vais couper ici. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et merci encore. Et puis, comment? Non, je dis merci Philippe pour la présentation. Ça me fait plaisir de vous revoir. Salut Christophe. Tu viens quand? Quoi? Tu viens quand? Ah ben, va falloir que je vienne rapidement. Ah, voilà. Reims vous remercie. Merci. Merci Reims. Merci. En tout cas, on vous tiendra au courant là, parce que quand je vois le nombre de connexions qu'on a eues, je veux dire, il y a des chances que l'on mène au mois de septembre un webinaire sur la modélisation 3D qu'on appelle Crime 3.0. J'avoue que j'en suis extrêmement fier. Pour moi, c'est révolutionnaire. Donc, j'ai hâte de vous la présenter. On n'a pas encore décidé de date, mais certainement fin septembre, on sera devant vous une autre fois si vous voulez encore voir ce que nous faisons ici au laboratoire d'analyse criminalistique à Marseille. Et on sera là au mois de septembre à Reims. Voilà. Merci à vous. Merci la confiance. Monsieur Speranza? Ah non, pas du tout. Oui, je suis là. J'ai entendu une voix. C'est Reims. C'est toujours Reims. Mais c'est pour la fête, je pense. Non, Non, c'est pas pour l'enquête. Vas-y, tu peux. Oui, c'est le commandant Driou à Reims. Maintenant, je vous vois. Donc, parce que moi, je ne vous vois pas là. Si? Non. Ah, d'accord. Non, c'était juste pour me présenter vite fait. Je sors rapidement d'un coup de fil avec la prof sur mon affaire de domicile qu'on a eu il y a quelques jours. Donc, je prends quand même quelques secondes pour participer, même si c'est sur la fin de votre intervention. Mais je viens d'échanger rapidement avec mes collègues de l'IJ qui visiblement ont beaucoup apprécié, même si j'en doutais pas. Mais là, ce que nous allons faire, c'est qu'on a enregistré la totalité de cette, pas de conversation, mais de ce monologue. Et j'espère pouvoir le mettre sur le site du LAC, de notre société, du laboratoire, dans peu de temps. C'est là le conditionnel. On ne sait pas encore quand on va le mettre, mais le plus tôt possible, on va pouvoir mettre
le podcast, on va le mettre en podcast sur le site. Bah oui, oui. Parce que j'avoue être frustrée de finalement n'avoir pu y participer et ma brigade également. Donc, ce sera avec plaisir si on peut avoir un retour. J'espère pouvoir le mettre. Là, c'est une question de technique. Oui, bien sûr. On a quelqu'un dessus, mais on devrait le faire en podcast sur le site du LAG, qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le www.l-du6a-du6c.expert. Donc, en allant sur le site, normalement, il y a nos news et il y aura aussi ce podcast. Et puis, j'informerai sur LinkedIn que voilà, on a réussi enfin à le faire. D'accord, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci encore et bonne continuation. Merci, bonne journée à tous. À bientôt.